Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bien, je suis très heureux que l'on m'ait donné la possibilité d'ouvrir ce webinaire de restitution, des travaux engagés sur le bénévolat, des travaux menés en partenariat avec vous, RIOPS et Orvea. Très heureux parce que le soutien au bénévolat fait partie intégrante des missions d'accompagnement du bien vieillir, auxquelles est très attachée la CARSAT des Hauts-de-France. Depuis des années, la CARSAT, pour tenter de développer l'engagement bénévole des seniors, organise des concours. Elle accompagne des projets autour de cette thématique retraite et bénévolat. Alors, cela passe notamment par l'organisation d'un jeu concours à destination des retraités bénévoles de la région Hauts-de-France dans le cadre de son action sociale en faveur des personnes âgées. De nombreux retraités sont engagés dans des actions bénévoles et maintiennent ainsi un véritable lien social, gage d'une vie plus sereine et d'une vie plus autonome. Ce type d'action, ces jeux concours, visent à valoriser les associations par le témoignage de leurs bénévoles retraités afin de mettre à l'honneur leur engagement généreux et volontaire dans la vie associative. Chaque retraité bénévole est ainsi invité à envoyer une lettre décrivant ses motivations et la nature des engagements dans l'association. Ceci est financé par l'assurance retraite. Ce jeu concours est doté de 40 prix d'une valeur de 130 € chacun, un chèque cadeau pour les bénévoles et de 40 dotations de 1 000 à 4 000 € pour les associations. Malheureusement, l'édition 2020, comme vous le savez, a dû être annulée en raison de la crise sanitaire de la Covid-19. Alors, notre souhait, bien évidemment, c'est de continuer à nous investir annuellement sur cette question du soutien et de valorisation du bénévolat. Nous restons convaincus de l'importance de l'engagement bénévole, non seulement pour les personnes retraitées dans le cadre de la participation sociale, mais également de l'engagement bénévole vers les personnes retraitées pour favoriser les initiatives de solidarité sur le territoire, encore plus essentielles lors d'une telle période de crise. Nous devons avoir une réflexion interne pour définir une nouvelle forme de soutien à l'engagement bénévole des retraités et mettre en œuvre sur notre territoire régional, avec pour objectif de développer une réflexion collective pour que des processus et des actions adaptées puissent être généralisés. Pour ce faire, nous avons des contacts et des échanges avec le RIOP de France pour construire un partenariat et soutenir l'engagement des bénévoles retraités, mais aussi valoriser la CARSAT comme un acteur incontournable et majeur en matière de prévention du lien social des personnes retraitées. Alors, le fameux projet CARSAT Hauts-de-France URIOP, c'est un projet de soutien à l'engagement des retraités en Hauts-de-France qui part de la réalisation d'un état des lieux pour aboutir à la mise en place d'un plan d'action régional sur une durée de 2 ans. Et ceci dans le but de définir, à horizon 2022, une nouvelle forme de soutien à l'engagement bénévole des retraités. Les objectifs de ce projet étaient de mieux connaître l'engagement bénévole des retraités en Hauts-de-France, le taux d'engagement, les profils, mieux comprendre les motivations, les besoins, les difficultés des personnes retraitées face au bénévolat associatif. De manière générale, et plus spécifiquement dans le contexte de la crise sanitaire, soutenir l'engagement de nouveaux bénévoles retraités en proposant des actions de sensibilisation, d'accompagnement et de formation. Renforcer l'engagement des bénévoles retraités déjà mobilisés en levant les freins et difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Alors, ce projet, il comporte 3 phases. Une étude quantitative qui était réalisée par l'Observatoire régional de la vie associative, une étude qualitative réalisée par des étudiants en master à l'Université de Lille, et puis enfin, dans un 3e temps, viendra la co-construction et la conduite d'un plan d'action et de soutien à l'engagement des retraités. Voilà. Je vous ai exposé rapidement quelles étaient les motivations de la CARSAT, pourquoi nous étions engagés sur le projet d'accompagnement des bénévoles. Je pense que vous savez tout, ou presque, enfin vous saurez tout d'ici quelques instants, puisque vous allez avoir une présentation
assez complète. Je vous propose désormais de faire place à la restitution des travaux et je laisse maintenant la parole à Monsieur Francis Calcoin. Bonne restitution et merci à vous. Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Parfait, je laisse la parole à Monsieur Francis Calcoin, qui est administrateur de l'URIOPS. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Miquel vient de présenter quels étaient les objectifs de la CARSAT pour ce travail dont on va vous présenter les résultats actuels. Je voudrais d'ailleurs à ce sujet souligner tout particulièrement l'investissement de la CARSAT, qui a été à l'initiative de l'étude qui est présentée ce matin et à l'initiative du travail qui va se poursuivre après, comme M. Miquel vient de le dire. Comme M. Miquel, je voudrais souligner l'importance de la question qui est abordée aujourd'hui dans notre matinée, et donc de l'étude qui sera présentée, et bien évidemment des résultats qui sont tout particulièrement intéressants. Quelques points sur ce. Tout d'abord, rappeler l'importance et le poids des associations dans la vitalité des territoires de la région, comme ailleurs en France, mais tout particulièrement dans notre région. Quelques chiffres rapidement. On estime qu'il y a dans la région à peu près 100 000 associations actives de toute taille, de tout domaine, que ces associations ont à peu près 200 000 salariés et que leur action est fondée sur l'engagement d'à peu près 1 million de bénévoles. Alors, ce sont des chiffres un peu arrondis, puisque évidemment, on n'a pas une connaissance, un recensement précis immédiatement. Alors, ces associations, on peut rappeler leur importance, notamment dans le contexte historique actuel. Dans quelques jours, le 1er juillet, nous allons fêter les 120 ans de la fameuse loi de 1901, qui a été le point de départ du développement des associations en France, et qui a été le résultat d'ailleurs d'une longue lutte parlementaire, puisque la loi de 1901 est venue après 33 projets précédents qui n'avaient pas abouti au Parlement. Donc, importance du monde associatif. Importance évidemment de l'engagement des bénévoles. Ce sont eux qui font vivre, qui initient, qui font vivre, qui développent la vie et les activités associatives. Ils le font de façon très différente, très diverse, on le verra dans l'étude qui est présentée. Ils le font avec des rythmes qui peuvent être très différents. Et je voudrais quand même souligner tout particulièrement l'engagement de ceux qui prennent des responsabilités dans le monde associatif. Cet engagement des bénévoles, et notamment des bénévoles retraités, cet engagement est évidemment essentiel pour la vie associative, mais il contribue aussi, il participe à l'épanouissement des personnes elles-mêmes, des personnes engagées. Et c'est d'ailleurs un des points auxquels la CARSAT est tout particulièrement attentive, puisque ceci, finalement, fait partie du bien-être et du bien-être des retraités. Il n'y a pas de contradiction, au contraire, entre l'épanouissement personnel et l'engagement pour et avec autrui. Parmi les bénévoles, évidemment, les retraités ont une place particulièrement importante, notamment parce que probablement, c'est ce qu'on dit, ils ont quand même plus de disponibilité au niveau du temps, mais ils n'agissent pas seuls, ils agissent en complémentarité avec et en solidarité avec l'ensemble des bénévoles. Donc, importance de la question qui est traitée ce matin. Et deuxième point que je voudrais souligner, c'est tout l'intérêt de la collaboration qui a été mise en œuvre à cette occasion. Monsieur Miquel l'a rappelé tout à l'heure. Bien évidemment, l'engagement de la CARSAT, que j'ai souligné en introduction, l'engagement
du monde associatif et tout particulièrement de l'URIOPS qui a, je dirais, mené en collaboration étroite avec la CARSAT cette démarche. L'engagement d'un observatoire régional, l'Observatoire régional de la vie associative, que j'ai d'ailleurs l'honneur et le plaisir de co-présider. Cet observatoire est une spécificité de la région. Il y a en France un certain nombre d'observatoires locaux. Nous sommes la seule région où il y a un observatoire structuré au niveau régional. Cet observatoire qui accumule une connaissance solide de la vie associative dans la région et dans ses territoires. Collaboration aussi, quatrième partenaire de l'université, qui apporte son analyse plus qualitative et qui complète très heureusement l'analyse statistique faite par l'ORVA. Bien évidemment, et je conclurai là-dessus, il s'agira pour tous ces partenaires, et notamment pour la CARSAT et pour le monde associatif, de retirer toutes les conclusions opérationnelles que l'on pourra bâtir à partir de cette analyse de l'engagement des personnes retraitées. Voilà quelques mots qui rejoignent tout à fait les propos de M. Miquel. Et maintenant, place à la présentation de l'étude. Merci. Merci Francis, merci Monsieur Miquel pour cette intervention. Je vais commencer à vous partager notre écran pour pouvoir passer à la restitution de nos études par nos principaux intervenants. Mais avant ça, vous dire deux petits mots sur le déroulé de la matinée. Je fais la gestion logistique, donnez-moi un petit instant. Voilà, j'espère que vous voyez bien tous notre écran. Donc, un petit mot en introduction pour vous dire, comme je le disais au tout début, vous n'avez pas accès ni à vos caméras ni à vos micros parce qu'on est en mode webinaire, mais surtout n'hésitez pas, vous avez en bas de votre écran un petit onglet questions-réponses qui vous permet de poser toutes les questions utiles. On pourra y répondre au fil de l'eau. Il y a Louise qui est derrière qui pourra au fur et à mesure vous répondre dans le chat. Si vous avez une question qui nécessite un petit peu plus de discussion, sachez que juste après la présentation des étudiantes et de l'ORVA qui durera 1 heure, on aura une demi-heure de temps de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, on les posera à ce moment-là pour que les intervenants puissent réagir. Mais voilà, surtout servez-vous du chat, c'est là que vous pourrez intervenir et réagir aux différentes interventions. Deux petits mots sur les enjeux de ces deux études avant de rentrer dans le vif du sujet. Déjà, vous dire que ça a été l'objet de beaucoup de discussions, notamment entre les personnes qui ont réalisé l'étude, donc les étudiantes, l'ORVA, la CARSAT et l'URIOPS, pour un petit peu mieux rentrer dans l'étude et se l'approprier. Donc, savoir que dans un premier temps, nous sommes passés de la pure notion de bénévolat vraiment à la notion d'engagement au sens plus large. Et vous l'avez sur la diapositive, on a utilisé vraiment une définition de l'engagement plus large qui peut renvoyer à l'engagement au bénévolat associatif, mais aussi à d'autres types d'engagement. Les étudiantes vous en diront plus, par exemple, sur l'engagement informel. Donc voilà, vous dire qu'on a pris l'entrée engagement, qu'on a choisi aussi, qu'on a fait le choix de s'adresser aux personnes engagées, mais aussi aux personnes qui ne se sentent pas ou ne se disent pas engagées. Donc, ce qui donne à cette étude tout son intérêt dans la mesure où on va pouvoir aussi cerner un petit peu les freins et les leviers auprès des personnes qui ne sont pas aujourd'hui engagées, mais qui pourraient être intéressées demain peut-être de prendre un engagement. Donc, vous l'avez en dessous, 65% des répondants à l'étude de l'ORVA ne sont pas engagés et sont engagés alors que 35% des répondants ne le sont pas. Donc voilà, c'était important pour nous et c'était vraiment une demande de la CARSAT pour réaliser ces études. Et enfin, vous dire un petit mot, et Francis l'a très bien dit, il y a deux études qui vont vous être présentées aujourd'hui. Le but était vraiment qu'elles soient complémentaires. On a d'abord l'étude quantitative réalisée par l'ORVA qui a réuni plus de 13 000 répondants, ce qui en fait une étude très importante au niveau de son échantillon. On remercie encore, c'est vraiment la CARSAT qui a pu diffuser en tout cas ce questionnaire auprès de tous ces assurés. Donc, c'est grâce à eux qu'on a eu un tel échantillon.
Donc voilà une première étude quantitative sur un grand échantillon qui nous donne vraiment à voir des grandes tendances au niveau de l'engagement des retraités en Hauts-de-France, qui a été ensuite approfondie par les étudiantes de l'université, qui ont une approche beaucoup plus qualitative, qui ont donc réalisé des entretiens auprès de 40 personnes retraitées dans les Hauts-de-France pour nous apporter un petit peu plus de parcours de vie et nous donner à voir voilà, des parcours de vie, des portraits un petit peu plus détaillés des retraités engagés dans les Hauts-de-France. Donc, je vais laisser la parole à nos principaux intervenants. Donc, d'abord à Benjamin Vanvin, qui est chargé de mission à l'ORVA, donc l'Observatoire régional de la vie associative. Et ensuite prendront la parole les étudiantes de l'Université de Lille, Nora, Morgane, Aurélie et Marie-Amélie. Et j'ajoute que cette présentation sera ponctuée par des interventions de Elena Salazar, qui est derrière moi, qui est facilitatrice graphique, qui nous a donné un sacré coup de main pour rendre cette étude un petit peu plus, enfin cette restitution un petit peu plus ludique. Donc elle interviendra ponctuellement pour pouvoir nous présenter ces illustrations pendant la présentation. Et donc je laisse la parole à Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous présenter de manière synthétique les grands résultats de notre enquête sur l'engagement des retraités des Hauts-de-France. Donc n'hésitez pas par la suite à aller consulter le rapport complet qui vous apportera beaucoup plus de détails. Tout d'abord, la première grande question de notre questionnaire, on a demandé aux retraités des Hauts-de-France, comme l'a expliqué Salomé, s'ils se ressentaient aujourd'hui comme des retraités engagés. Et la réponse a été de oui à 65% et de non à 35%. Ça peut sembler important, mais on a été chercher une définition de l'engagement plus large que l'engagement associatif, avec l'engagement aussi dans la vie citoyenne, dans la solidarité de proximité, etc. Donc, en fait, on estime que environ, dans des enquêtes nationales, 43% des retraités sont engagés dans des associations. Donc, c'est tout à fait cohérent avec ce chiffre de 65% quand on va chercher une définition de l'engagement plus large. On a demandé aussi, pour évaluer un peu le stock de cet engagement, entre guillemets, quelle était la fréquence de ces engagements. Et on s'aperçoit que pour près de 75% des retraités des Hauts-de-France, ils ont un engagement qui intervient au moins une fois par semaine, quand on ajoute l'engagement quotidien et l'engagement hebdomadaire. Et en moyenne, il y a 2 engagements différents par retraité. Donc, ça veut dire vraiment un engagement qui est tout à fait important de la part des retraités des Hauts-de-France. On a ensuite demandé aux engagés de préciser dans quel cadre ils l'étaient. Donc, on voit effectivement que les associations représentent le principal moteur de l'engagement des retraités des Hauts-de-France, avec 54% de l'engagement des retraités engagés, puis viennent autres pour 15%. Donc, dans autres, on prenait par exemple l'engagement dans des structures religieuses, la solidarité de proximité, 15%, et la vie citoyenne, 16%. On a demandé ensuite aux engagés, oui, s'ils l'étaient avant leur retraite. Et là, les résultats sont très intéressants, puisque 39% des retraités engagés étaient engagés dans les mêmes activités avant leur retraite, oui, dans une ou d'autres activités, 26%, et non dans aucune activité, 35%, ce qui montre pour ces 35% que la retraite a été un élément déclencheur. Donc, ça va pouvoir être complété tout à l'heure, vous le verrez, pour aller voir quels sont les freins et les leviers spécifiques de ces retraités, par exemple. Question en non engagé cette fois. Si vous n'êtes pas engagé, merci de préciser. Alors, il y a 15% des retraités qui n'ont jamais été intéressés, ceux qui sont non engagés. Donc, on peut penser que c'est des retraités qui sont un peu plus rétifs à l'idée d'engagement. Cela ne m'intéresse plus, 45%, et cela pourrait m'intéresser, 40%. Donc, c'est très intéressant. 40% qui pourraient être intéressés par l'engagement, c'est-à-dire qu'il y a encore un stock de, entre guillemets, de retraités qui pourraient être intéressés et qu'on pourrait aller chercher. On va pouvoir aller creuser les freins et les leviers spécifiques. Cela ne m'intéresse plus, 45%. Là aussi, on va pouvoir essayer par la suite d'aller voir pourquoi. On a ensuite demandé aux retraités engagés s'ils envisageaient de faire évoluer leurs engagements dans le temps. Donc, on s'aperçoit que 7% des retraités souhaitent augmenter leur niveau d'engagement, 73% comptent conserver leur niveau d'engagement actuel, 16% comptent réduire leur niveau d'engagement et 4% souhaitent mettre fin à l'engagement. Donc, on est sur un engagement qui est non seulement important, mais qui est aussi stable dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ces premiers éléments? Les retraités, c'est déjà un public particulièrement engagé en nombre comme en fréquence.
Ils sont engagés dans des actions diverses, mais la majorité de cet engagement se déroule dans les associations. Et c'est un public qui pourrait être mobilisé davantage, car de nombreux engagés ne le sont pas avant la retraite, et que 40% des non-engagés se déclarent potentiellement intéressés. Pour ouvrir notre questionnaire, on avait commencé par quelques questions sur une vision de l'engagement pour aller creuser peut-être un peu des représentations. Donc, on a demandé aux retraités des Hauts-de-France, selon vous, l'idée d'engagement est associée à, et donc on a ces scores que je ne vais pas vous détailler, je vous laisserai aller voir dans le rapport complet, mais il y a se sentir utile en aidant les autres, réaliser une activité plaisante et porteuse de sens, rencontrer de nouvelles personnes, etc. en top 3 des propositions. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est qu'il y a une notion d'engagement pour soi. On s'engage à la retraite pour rester actif. Il y a aussi une notion d'engagement pour les autres, c'est-à-dire qu'on veut mener des actions qui ont un sens et puis d'aller vers des publics qui en ont besoin. Et puis, il y a l'engagement avec les autres. Il y a cet aspect collectif qui est aussi très important. On a envie de se retrouver voilà, dans un collectif où on se sent bien. On a demandé également aux retraités, selon vous, pour s'engager, il faut avant tout, et vous voyez que sur ce graphique, on a séparé les engagés des non-engagés. Et c'est intéressant parce que ça peut venir nous alimenter sur les représentations qu'ont les personnes retraitées de l'engagement. On s'aperçoit par exemple qu'avoir le sens du collectif, avoir des compétences à partager, c'est plus fort chez les personnes qui sont engagées. Parce que dans l'expérience de l'engagement, justement, ils s'aperçoivent des compétences qu'ils ont pu acquérir, par exemple, dans leur parcours professionnel et qu'ils peuvent partager, que le sens du collectif, c'est très important. Donc, des aspects plutôt positifs. On voit déjà aussi des éléments qui pourraient nous servir dans une communication ciblée, par exemple. À l'inverse, par exemple, avoir du temps, avoir de l'énergie, c'est surreprésenté chez les non-engagés, ce qui veut dire que pour eux, ça peut constituer un frein important et que ce n'est pas forcément tout à fait vrai dans l'expérience de l'engagement. Donc là aussi, on pourrait voir comment on peut axer des témoignages, par exemple, ou une communication ciblée. Alors, questions aux engagés concernant les impacts de votre engagement sur votre vie personnelle. Êtes-vous d'accord avec les propositions suivantes? Et là, on voit en 3 que l'engagement permet de développer de nouvelles relations sociales, que l'engagement participe au bon équilibre de la vie et qu'il est une source d'épanouissement. Donc, on voit des aspects qui sont très positifs. À l'inverse, des propositions qu'on aurait peut-être pensé en faisant le questionnaire un peu plus haute, des aspects négatifs sont arrivés en dernière position. C'est l'idée que l'engagement oblige à mettre de côté certaines autres activités ou engendre des dépenses financières importantes. Donc, ce ne sont pas vraiment des freins, en tout cas dans la vie personnelle. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ces 3 formes de l'engagement que je vous ai citées, pour soi, avec les autres et pour les autres, qui sont 3 moteurs de l'engagement des retraités. On verra dans le processus que constitue l'engagement, à quel moment ces moteurs interviennent, entre guillemets. Pour les engagés, l'engagement est une source d'épanouissement et de lien social. Et puis, il y a aussi ces questions des représentations différentes, que l'on soit engagé ou non. Les freins à l'engagement, maintenant. Alors, on a interrogé l'ensemble des retraités sur quels étaient les principaux freins à l'engagement selon eux. Et vous voyez, sans surprise, entre guillemets, que le temps, ça reste le principal frein, le temps à accorder. Viennent ensuite l'importance des responsabilités, la méconnaissance des possibilités d'engagement autour de chez vous, le fait d'avoir par ailleurs la charge d'un proche. Donc, je ne vais pas détailler l'ensemble des résultats, mais on va les creuser un peu plus loin avec nos profils de retraités. Ensuite, juste pour vous dire un petit mot sur le fait que ce questionnaire est intervenu dans une période bien particulière, puisqu'il est intervenu au moment de la crise Covid. On était dans le second confinement. Donc, même si 50% des retraités engagés déclarent ne pas avoir de difficultés particulières dans leur engagement, on voit que pour ceux qui ont des difficultés, ils ont cité à 85% l'impact de la crise sanitaire de la Covid-19. Donc, vous voyez, c'est vraiment une difficulté importante pour les retraités engagés des Hauts-de-France.
Questions aux engagés maintenant. Concernant les raisons plus personnelles qui vous ont poussé à vous engager, êtes-vous d'accord avec les propositions suivantes? Donc, je vais juste venir sur le top 3. Une manière de rester actif. Donc là, on voit que c'est de l'engagement un peu pour soi. Hein. Avoir une activité pour aider les autres, donc un engagement pour les autres. S'occuper utilement, là encore, on retrouve une notion d'engagement pour soi. Par contre, des éléments qu'on aurait peut-être pu penser un peu plus haute, comme la pratique religieuse, un événement personnel ou la crise du Covid arrive en dernière position. Sur la crise du Covid, par exemple, ça n'a participé à l'engagement que de 8% des retraités engagés interrogés. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de réitérer cette étude à l'avenir pour voir comment, dans le temps, la crise du Covid va laisser sa marque, entre guillemets, sur l'engagement des retraités des Hauts-de-France. Les leviers maintenant, selon vous, qu'est-ce qui favorise un engagement durable? Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir, là encore, les différences entre les engagés et les non-engagés. Mais par exemple, on s'aperçoit que l'ambiance conviviale entre personnes engagées, c'est vraiment la réponse numéro 1 et de très loin, cet aspect de convivialité qu'on peut parfois avoir tendance à oublier dans les organisations, quand on est pris dans des crises ou quand on est pris dans les actions, à oublier cet aspect. Mais il faut bien le garder à l'esprit si on veut favoriser un engagement durable, puisque ça arrive vraiment très fort devant. Ensuite, on retrouve des tâches clairement définies pour chacun et chacune, et puis d'autres idées que je vous laisserai aller regarder, mais on retrouve ces idées de liberté, de reconnaissance, etc., qui sont très importantes, notamment pour les engagés. Qu'est-ce qu'on peut retenir? L'engagement pour soi, c'est souvent le point de départ de l'engagement des personnes retraitées. Elles souhaitent rester actives dans une activité qui est porteuse de sens et génératrice d'épanouissement personnel. La convivialité est le facteur majeur d'un engagement réussi. C'est une condition nécessaire, un engagement avec les autres qui a du sens et de la valeur. Je vais passer maintenant au profil des différents retraités. Là, ça faisait un peu partie de la commande qui nous avait été faite. C'est justement de dégager des profils de retraités et de voir quels sont les freins et les leviers spécifiques à ces différents profils. Et pour réaliser ces profils, on a aussi profité de la facilitation graphique d'Elena. Donc, vous allez pouvoir voir les illustrations. On a placé différents profils d'engagés sur ce graphique. Donc, vous voyez qu'on a un axe horizontal qui présente la fréquence dans l'engagement et un axe vertical qui présente la responsabilité dans l'engagement. Donc, en bas à gauche, on est plutôt sur des profils de personnes qui sont non engagées, ceux qui sont éloignés et ceux qui sont intéressés. Et puis, dans la partie en haut à droite, on a des retraités qui sont engagés. Tout d'abord, les néo-engagés. Ensuite, les engagés expérimentés. On a séparé les hommes des femmes. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Et enfin, le profil tout en haut à droite, qui sont les retraités les plus engagés, en responsabilité comme en fréquence, qu'on a choisi d'appeler les hyperactifs de l'engagement. Et justement, l'objectif qui devrait émerger, être le nôtre, c'est de faire progresser les retraités sur cet axe, entre guillemets, qu'ils puissent monter en fréquence d'engagement comme en responsabilité. On voit par exemple aussi qu'on pourrait avoir des sous-objectifs, par exemple les engagés expérimentés femmes, essayer de les faire monter en responsabilité au même niveau que les hommes, et on va pouvoir aller voir les freins qu'on pourrait lever à ce propos, par exemple. D'abord, les éloignés de l'engagement. Qui sont-ils? Ils ont plus de 70 ans, ils sont des CSP les moins favorisés, donc les ouvriers, les employés, les agriculteurs par exemple. Ils n'ont aucun ou un faible niveau de diplôme, tout comme de revenus. Leur représentation, c'est une surreprésentation de l'énergie comme qualité nécessaire à l'engagement. C'est logique aussi puisqu'ils sont plus âgés, pour eux c'est un frein important. Par contre, ils sous-représentent les qualités qui sont nécessaires dans l'engagement, comme avoir le sens du collectif, avoir des compétences à partager. Peut-être qu'eux aussi ne ressentent pas qu'ils ont des compétences à apporter. Donc, les freins par rapport à l'engagement, c'est la charge d'un proche. Effectivement, comme c'est des retraités plus âgés, par exemple, dans un couple, ils peuvent avoir la charge, entre guillemets, de leur conjoint. Ça peut être aussi la charge de petits-enfants, par exemple. La complexité des missions et le stress généré. Les leviers spécifiques, la liberté dans les tâches et les horaires, les tâches qui sont clairement définies, et puis aussi des actions visant à libérer du temps pour les aidants familiaux.
Quelles actions on pourrait déployer? C'était abordé en fin de questionnaire. Proposer des formes d'engagement très libres et bien définies dans le temps, développer des actions visant à libérer du temps pour les aidants et agir sur les représentations de l'engagement via une communication ciblée. Voilà, excusez-moi. Les intéressés à l'engagement maintenant. Leur profil, ils ont moins de 70 ans, ils sont des CSP les moins favorisés, mais aussi de CSP moyennes, donc des professions intermédiaires par exemple, des artisans. Leur représentation, une surreprésentation d'avoir du temps comme qualité nécessaire à l'engagement. Les freins spécifiques, la méconnaissance des possibilités d'engagement autour de chez eux, donc vous voyez, ça donne déjà des idées pour un plan d'action. La peur de faire le premier pas. Alors, quel levier? Un parcours d'intégration avant de s'engager, et puis une liberté dans les tâches et les horaires. Quelles actions on pourrait déployer? Proposer des formes d'engagement très libres et bien définies dans le temps, et développer des actions visant à faire découvrir l'engagement. Les néo-engagés maintenant. Qui sont-ils? Ils ont moins de 70 ans, ils sont de CSP moyenne, ils sont un peu plus diplômés et ils sont sans expérience de l'engagement avant la retraite. Quelles sont leurs motivations? Découvrir de nouvelles choses, occuper son temps libre, rencontrer de nouvelles personnes. Donc, le déclencheur, j'ai envie de m'occuper utilement. Les freins, en fait, on constate sur ce profil qu'il y a beaucoup moins de freins, qui sont beaucoup moins importants, donc ils ont une facilité justement à accorder du temps. Par contre, ce qui pourrait remettre en cause leur engagement, c'est de quitter pour un autre engagement, parce qu'ils ont soif, entre guillemets, de découverte. Et donc, c'est ça le principal risque, ou la principale raison de mettre fin à un engagement. Les leviers, des témoignages de personnes engagées, une meilleure prise en compte des avis et des avis de chacun. Et donc, les actions à déployer, s'appuyer sur eux pour augmenter la fréquence d'engagement, pour favoriser une prise de responsabilité également, aller vers eux avec des propositions de témoignages et surtout beaucoup d'écoute. Les engagés expérimentés. Donc, c'est sur ce profil qu'on a choisi de distinguer les hommes des femmes, et vous allez voir pourquoi. Qui sont-ils? Ils ont moins de 70 ans, ils sont de CSP moyenne également, diplômés, mais par contre, eux, ils ont une expérience de l'engagement avant la retraite. Quelles sont leurs motivations? Réaliser une activité plaisante et porteuse de sens, prendre des responsabilités et des qualités, le sens du collectif et les compétences à partager. Donc, vous voyez qu'on est sur des motivations qui entrent peut-être en résonance avec le parcours antérieur de la personne dans sa vie professionnelle, par exemple. Les freins, le désaccord avec les orientations de l'association, donc ça peut être un frein important, effectivement, comme c'est des personnes qui sont plus engagées, qui sont plus en responsabilité. Si elles sont en désaccord avec les orientations de la structure, ça peut être vraiment problématique. Et puis, il y a tout cet aspect autour de la lassitude sur lesquels il faudrait pouvoir agir pour lever ce frein. Les leviers, une reconnaissance de la valorisation et de l'implication de chacun, la prise en compte des avis et des envies, et puis cette notion de parrainage. Quelles actions on pourrait déployer? Développer justement ces actions de parrainage, sensibiliser à l'engagement dès la fin de la vie professionnelle, développer la reconnaissance et la valorisation, valoriser justement les compétences acquises dans la vie professionnelle et favoriser la participation dans la gouvernance. Je passe au même profil, mais chez les femmes, et vous allez voir pourquoi. Donc, c'est exactement le même profil, sauf qu'on a distingué les hommes des femmes, et là, on est sur les femmes. Quelles sont leurs motivations? D'abord, rencontrer de nouvelles personnes, réaliser une activité plaisante et porteuse de sens, et se sentir utile en aidant les autres. Les qualités, le sens du collectif et aimer aider les autres. Et là, on s'aperçoit qu'il y a peut-être déjà une différence avec le profil d'avant, celui des hommes, c'est que les femmes, elles sont plus dans un désir d'action collectif, peut-être, dans l'envie de rencontrer et de partager, alors que les hommes étaient plus sur des notions qui renvoyaient à la vie professionnelle. Les freins, la charge d'un proche. Donc ça, effectivement, les femmes sont plus en charge, malheureusement, des proches. Donc c'est un frein important, notamment à la prise de responsabilité, comme je vous montrais tout à l'heure. La méconnaissance des possibilités d'engagement. Et par rapport aux hommes, il y a aussi une peur de faire le premier pas,
justement sur lesquels il faudrait pouvoir agir. Les leviers, la prise en compte des envies et des avis de chacun, des témoignages de personnes engagées et des actions qui visent à libérer du temps justement sur la problématique d'avoir la charge d'un proche. Quelles actions on pourrait déployer? Développer les systèmes de parrainage, une meilleure communication autour des possibilités d'engagement, la mise en avant de portraits de femmes engagées par exemple, ou des actions visant à libérer du temps pour les aidantes. Enfin, on peut passer sur notre dernier profil qu'on a appelé les hyperactifs de l'engagement. Quel est leur profil? Ils ont entre 65 et 75 ans. Ils sont de CSP favorisés, entre guillemets. Donc là, on est plus sur des anciens cadres ou des anciens chefs d'entreprise. Et ils sont aussi fortement diplômés par rapport à nos autres retraités. Quelles sont leurs motivations? D'abord, prendre des responsabilités. Se sentir utile en aidant les autres et découvrir de nouvelles choses. Les qualités qu'il faut pour s'engager, le sens du collectif, les compétences à partager et aussi des idéaux. Donc, c'est des retraités qui ont des valeurs et à qui on a proposé justement d'être bénévoles, de s'engager, de monter en responsabilité et qui ont accepté. Justement, ça entrait en résonance avec leur parcours antérieur. Les freins, ces responsabilités, ils ont une appétence pour la prise de responsabilité, mais c'est aussi des responsabilités qui sont importantes, notamment dans des associations, d'autant plus si elles sont employeuses, par exemple. Donc, effectivement, ça peut constituer un frein important. Le manque de reconnaissance, qui est très souligné de manière très forte et sur lesquels il faudrait aussi pouvoir agir, et le désaccord avec les orientations de l'association, effectivement, puisqu'ils sont souvent des retraités qui sont dans la gouvernance des associations, un désaccord pourrait être un frein majeur. Les leviers, majoritairement, c'est la reconnaissance et la valorisation de leur implication. Les actions à déployer, des témoignages de personnes engagées. On sent aussi peut-être une envie de témoigner de leur part, de la formation. Alors, peut-être qu'ils ont souligné cette action justement pour eux-mêmes pouvoir bénéficier de formations, par exemple sur l'importance des responsabilités que je rappelais tout à l'heure, pour pouvoir justement affronter ces responsabilités. Et peut-être aussi, ils ont envie de participer à la formation de personnes qui pourraient prendre le relais de leur action dans le temps. Ensuite, un système de parrainage entre personnes engagées et puis une meilleure reconnaissance. Je vais maintenant conclure, d'abord pour dire que ça a été un défi de faire cette enquête et ça a été réussi parce que c'est grâce au partenariat et la récolte d'un échantillon particulièrement solide. On peut le rappeler, 13 000 répondants, c'est vraiment très important pour une enquête de ce type et ça nous a permis d'aller pouvoir creuser différents profils. Les constats, ils sont enthousiasmants, il y a une force et une appétence pour l'engagement des publics retraités. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a un peu un triptyque, c'est la notion de liberté, qui est très importante pour mener à l'engagement, la notion de reconnaissance, qui est très importante pour les personnes qui sont engagées, et cette notion de convivialité qui a fortement émergé dans notre questionnaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir également? C'est l'engagement, le déclencheur, c'est souvent un engagement pour soi, mais dans le processus de l'engagement, il y a aussi l'engagement avec les autres et pour les autres qui interviennent, qui sont des moteurs justement de prise de responsabilité, de développement de l'engagement. Des freins restent à lever. Il y a une certaine reproduction des inégalités sociales, notamment, vous l'avez vu, une tendance à être plus engagé, plus on est diplômé, plus on est de CSP favorisé, plus on s'engage. Et c'est quelque chose aussi sur lequel il faut pouvoir agir, notamment vis-à-vis des publics les plus fragiles. Il y a aussi des inégalités, par exemple, entre hommes et femmes, qu'il faudrait pouvoir lever. Les données, elles seront très utiles au réseau associatif. Si vous consultez le rapport complet, vous verrez qu'on détaille secteur par secteur quelques éléments qui permettent de mieux appréhender l'engagement des retraités dans les associations. Et donc, c'est des données que les partenaires vont pouvoir se saisir pour développer des actions spécifiques au réseau. Et puis enfin, une volonté de proposer un engagement en phase avec le monde d'aujourd'hui pour ensuite proposer un parcours riche, épanouissant, qualificateur. Et je vais laisser maintenant les étudiantes présenter leur étude qui replace un peu ces données dans des trajectoires personnelles de manière tout à fait intéressante. Merci à tous.
Ok. Donc, notre étude à nous, donc le volet qualitatif, il vient vraiment compléter donc, le premier travail de l'ORVA. Et si le volet quantitatif que Benjamin vient de vous présenter a permis de donner une première idée des profils des retraités, notre travail consiste à approfondir cette première phase et à apporter peut-être davantage d'individualité et de diversité à cet échantillon. De cette façon, on a considéré comme point de départ donc, les 3 premiers types de profils établis par l'ORVA, donc principalement les T2, donc les intéressés, parce qu'ils sont ceux qui sont concernés par les plans d'action que va établir la CARSAT donc à la suite de notre étude. Ils sont le cœur de notre travail et les interroger nous permet de révéler ce qui aujourd'hui retient encore leur participation. On a également pris en compte donc, les T3, les néo-engagés, qui sont ceux qui sont récemment devenus bénévoles. On les interroge parce que c'est intéressant de connaître ce qui les a poussés à sauter le pas et de savoir si eux aussi avaient des freins avant de s'engager. Enfin, on interroge également quelques T1, donc les éloignés de l'engagement, pour en apprendre davantage sur les motifs de leur a priori désintérêt, puisqu'ils sont ceux qui ne sont pas ou plus du tout intéressés. Donc, notre étude, elle s'intéresse en réalité plus particulièrement au non-engagement des retraités, donc les T1 et les T2. Et on a décidé d'expliquer donc cette participation et cette non-participation grâce à des formes plus larges de participation que Nora va vous présenter. Donc, comme l'a souligné Sabine tout à l'heure, c'est la notion d'engagement et non celle de bénévolat qui a été choisie pour l'étude de l'ORVA. Donc, dans le volet qualitatif, nous, après une réflexion par rapport à une éventuelle connotation un peu forte de ce terme, on a opté pour la notion de participation sociale, donc on a trouvé plus englobante. Donc, quand on parlera de participation formelle, on fera référence à des actions bénévoles organisées, donc dans un cadre associatif par exemple. Et quand on parlera de participation sociale informelle, on fera plutôt référence à des actions donc moins organisées, moins cadrées, comme les solidarités de proximité ou les danses. Donc, on a réalisé 41 entretiens, on a respecté donc une parité, on a varié le plus possible les catégories socio-professionnelles et on a vraiment fait attention à couvrir l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Donc, on va passer à la partie d'analyse. En fait, on va vous présenter nos résultats qu'on a découpés donc, en 3, c'est une analyse en 3 parties. On a un premier axe donc, qui est celui des trajectoires de vie que je vais vous présenter maintenant. Donc, dans cette étude, on s'est beaucoup intéressé à l'ancienne vie professionnelle des retraités et surtout à la manière dont la vie antérieure va influencer la retraite et donc la participation sociale à la retraite. Donc, quand on parle de trajectoire, on s'intéresse surtout aux quelques années précédant la retraite, au vécu de la fin de carrière. On s'intéresse aussi à la manière dont l'individu s'est représenté sa retraite, au passage à la retraite, à la préparation, s'il y a eu préparation, et à leurs occupations au début de la retraite. Donc, on s'intéresse finalement à la transition vie professionnelle, vie active et vie à la retraite. Donc, on a tout d'abord remarqué que certains retraités pouvaient ressentir un manque pour leur ancienne vie professionnelle. Et donc, le passage à la retraite, il peut représenter une volonté de continuité. Ça concerne majoritairement des hommes et des personnes issues de CSP plus favorisées. Donc, ils s'inscrivent dans une logique de continuité à la retraite, c'est-à-dire qu'ils vont remobiliser leur expérience et leurs compétences professionnelles autour de projets ou d'activités à la retraite. Ici, on va détailler le profil des retraités donc, qui ont globalement apprécié leur vie professionnelle et qui souhaitent retrouver certains marqueurs à la retraite comme le statut ou les responsabilités. Donc, on peut tout d'abord avoir une retraite continuité dite projet. Donc ici, en fait, l'individu va combler la perte de statut en s'investissant dans une autre activité professionnelle ou en s'investissant dans un projet choisi, mais toujours en rapport avec l'ancien emploi et les compétences professionnelles.
Donc, on peut citer par exemple Karl, qui est un retraité de 64 ans qu'on a interrogé, qui nous dit, donc, comme vous pouvez le lire, ce mot-là ne m'intéresse pas, il y a une espèce de continuité, la preuve, je continue à travailler. Et donc, en fait, Karl, il continue une activité de consultant et de commercial, ce qu'il faisait déjà avant la retraite. On peut également avoir une continuité bénévolat. Donc là, on a toujours un réinvestissement des compétences professionnelles, mais cette fois mise à profit d'une action bénévole. Donc les activités bénévoles choisies, elles mettent en avant le désir de retrouver les fonctions exercées antérieurement. Et ici, on peut citer donc Edmond, qui a 71 ans, qui a fait carrière dans la grande distribution et qui s'est investi dans une association d'aide alimentaire au début de sa retraite, où il a des responsabilités importantes et où il fait parfois jouer son ancien réseau. Donc, le passage à la retraite, ça peut également être un moment pour se réinventer. Donc, il peut représenter une occasion de se réinventer. On observe encore des différences en fonction des facteurs d'épanouissement et de pénibilité à la retraite, mais également en fonction de la préparation de la retraite. Donc, on peut d'abord avoir une retraite renaissance autour d'un projet. Donc là, ce sont plutôt des personnes qui étaient satisfaites de leur vie professionnelle. La rupture, elle est plus réfléchie, elle est plus préparée, parce qu'il y a souvent donc une préparation de la retraite. Et il y a une volonté de s'investir dans un nouveau projet. Donc là, par exemple, on a Mario, qui était ingénieur, qui a 72 ans aujourd'hui, et qui s'est lancé dans la rénovation d'un manoir familial qui lui prend tout son temps à la retraite. On peut également avoir une renaissance autour d'autres activités, donc plutôt chez les personnes qui n'étaient pas satisfaites de leur vie professionnelle et qui nous ont exprimé une grande fatigue, voire une usure. On observe une rupture, mais qui est moins réfléchie. La retraite, elle est beaucoup moins préparée chez ces personnes-là. Et en général, elles vont entrer dans une période de flottement à la retraite, où ils vont se redécouvrir, où ils vont réapprendre à apprécier le temps, avant de s'investir dans des activités qui les intéressaient avant la retraite, mais pour lesquelles ces personnes n'avaient pas le temps, donc durant la vie pro. Et donc certains d'entre eux vont par la suite participer formellement et donc s'investir dans une activité bénévole. Donc là, ici, on peut prendre l'exemple de Marianne, qui était assistante sociale et qui dit que sa vie professionnelle l'a usée et qu'il lui a fallu quelques mois avant de redécouvrir son temps et d'apprécier sa retraite, notamment au travers d'activités bénévoles. Enfin, la pénibilité durant la vie professionnelle, elle peut être le facteur principal d'une retraite donc désengagée. Donc, lorsque la vie professionnelle est vécue comme pénible, on peut avoir des retraités qui se désengagent de la vie sociale, que ce soit par choix ou par contrainte. Ces personnes, elles s'inscrivent donc dans une logique de désengagement et elles vont peu à peu perdre en fait leurs rôles sociaux. Ces personnes, elles sont majoritairement issues de CSP moins favorisés et ça concerne majoritairement les femmes. Donc, on peut encore une fois distinguer deux profils. On a les retraités qui se sont désengagés par choix, parce qu'ils refusent de retrouver les contraintes vécues donc durant l'ancienne vie professionnelle. Et chez eux, la retraite, elle représente vraiment une liberté. On peut prendre l'exemple, encore une fois, de Damien, qui a 68 ans et qui nous dit « on a envie de tout exploser et un peu profiter autrement de la vie ». Aujourd'hui, donc, il est inactif et il insiste bien sur le fait qu'il aime régler sa vie comme il l'entend, organiser sa vie comme il l'entend. Le désengagement, il peut au contraire être subi. Et donc là, c'est notamment à cause de vulnérabilité ou de fragilité, comme des problèmes de santé, l'isolement ou la précarité économique. Les retraités qui étaient au chômage, c'est un peu un cas particulier. On a choisi de les citer quand même. Donc, eux ne vivent pas la transition à la retraite de la même manière que les autres. Souvent, la retraite, elle n'est pas vécue comme une étape marquante de leur vie. Et il peut être compliqué en fait, de se renouveler. On observe assez peu de restructuration de l'identité autour de nouvelles activités, de nouveaux projets à la retraite. Et on a une sorte de continuité dans l'inactivité. Ce qui peut donc du coup freiner l'envie de découvrir de nouvelles activités, dont les activités bénévoles. Et je vais laisser Aurélie du coup vous présenter notre deuxième axe d'analyse. Oui, donc notre deuxième axe d'analyse, cette fois-ci, se focalise donc sur les modes de vie des retraités. Et donc, dans cette partie, on s'est vraiment appliqué à comprendre comment la participation sociale s'inscrivait dans les modes de vie des retraités
Et à nouveau, 3 types de profils sont apparus. Donc, premièrement, ceux qui participent informellement, donc hors des cadres associatifs et des structures, donc ils rendent par exemple des services autour d'eux régulièrement ou encore ils sont aidants. Il y a également ceux qui participent formellement. Donc, eux, ils sont par exemple bénévoles au sein d'une association ou par exemple membres d'un conseil de quartier. Et enfin, il y a ceux qui ne participent pas du tout. Donc dans cet axe d'analyse, on a essayé de comprendre dans quelle mesure ces pratiques de participation ou absence de pratique sont structurées par les habitudes et les représentations de nos interrogés à la retraite. Donc pour commencer, le cas des profils des retraités qui ne participent pas, qui peut être expliqué de différentes manières. Et premièrement, certains retraités n'ont pas un rythme de vie qui leur permet de participer parce qu'ils vivent par exemple sur un rythme saisonnier. Avec par exemple le cas de Auguste, un retraité de 70 ans qui est obligé d'avoir un rythme de vie saisonnier parce qu'il a une maison d'hôte à lui qui n'ouvre que de mars à novembre. Et le reste de l'année, il voyage. On a quelques-uns de nos enquêtés qui ont aussi profité de leur entrée en retraite pour augmenter leurs déplacements et voyager énormément. C'est par exemple le cas de Damien, un retraité de 68 ans qui voyage énormément avec son épouse et il nous dira « Nous, la maison, c'est devenu un pied-à-terre ». Enfin, on a certains retraités qui vivent au quotidien dans une forme d'isolement qu'ils ont choisi. Ils ne recherchent pas spécialement à créer de nouveaux contacts, de nouveaux liens à l'extérieur. C'est par exemple le cas de Yves, 66 ans, qui nous dira de lui-même qu'il est un ours solitaire. Un autre motif qui vient empêcher et décourager la participation, ce serait les vulnérabilités. Et dans le cadre de notre travail, on a considéré comme étant une vulnérabilité, premièrement, le repli sur soi. On a certains retraités qui sont effectivement peu à peu tombés dans un processus de dévalorisation sociale, ce qui entraîne un repli sur eux-mêmes et donc de moins en moins d'initiatives dans leur environnement social. Les problèmes de santé, donc également un autre élément qu'on a considéré comme une vulnérabilité et qui influe énormément sur la participation des enquêtés. Tout ce qui est rendez-vous médicaux, l'impact physique de la maladie, ça limite énormément certains de nos retraités qui ont été contraints de réduire, voire de stopper leurs activités bénévoles. Enfin, de faibles revenus à la retraite, ça influence également les possibilités au cours de celle-ci. On a par exemple le cas de Nicole, une retraitée de 68 ans, une ancienne employée qui est obligée de travailler pour arrondir ses fins de mois. Enfin, un dernier facteur qui nous paraissait intéressant à souligner, cette fois-ci lié au territoire, et en particulier à la proximité avec les lieux de participation, c'est-à-dire que plus l'individu est éloigné des lieux où se concentrent les activités, comme par exemple les centres-villes, plus c'est difficile de s'y rendre et donc de participer de manière formelle, surtout si le retraité n'est pas mobile. De la même façon, l'intégration et le sentiment d'appartenance au territoire jouent beaucoup. Plus on se sent intégré, plus on a envie de participer. Par exemple, on pense à Marjolaine, qui est une retraitée de 67 ans. Lorsqu'on lui demande s'il y a des activités bénévoles autour de chez elle, elle nous répond « Je dois vous avouer que je ne me suis pas intéressée à la question parce que je n'aime pas où je vis ». Donc, un deuxième profil qui s'est dégagé, comme je le disais précédemment, celui des retraités qui participent formellement, donc qui ne sont pas engagés dans une association, mais qui participent en rendant des services ou encore en s'occupant d'un proche. Donc, ces participations informelles, elles s'expliquent et s'inscrivent également dans un mode de vie assez précis, et on peut les expliquer de 3 manières différentes. Donc, premièrement, le cas des aidants, qui consacrent une partie importante à s'occuper d'un de leurs proches en perte d'autonomie ou malade, ou même de leurs petits-enfants. Donc nous, pour l'étude, on a choisi de considérer l'aidance comme une forme de participation informelle parce qu'en prenant en charge leurs proches, les aidants soulagent les soignants ou permettent par exemple à leurs enfants de travailler et donc indirectement, ils participent au bon fonctionnement de la société. L'aidance, elle peut être considérée par la personne interrogée comme un véritable engagement en tant que tel parce que ça lui prend déjà une bonne partie de son temps. Par exemple, Marjolaine, notre retraitée de 67 ans, qui s'occupe de sa tante une bonne partie de la semaine, eh bien, elle en parle comme d'un engagement qui l'empêche de s'investir ailleurs. D'autres retraités ne participent qu'informellement à la retraite parce qu'ils ont profité de ce temps pour réaliser un projet qu'ils ont bien souvent préparé en amont. Par exemple, Charles, un retraité de 67 ans, il est devenu sophrologue à la retraite et il a réalisé de nombreuses séances de sophrologie gracieusement dans un hôpital, donc une activité que nous, on rattache à la participation informelle. Enfin, un troisième profil parmi les retraités qui font de l'informel, c'est celui des individus qui sont comme enracinés dans les solidarités de proximité à cause de leur lieu de vie
Et cette participation, elle apparaît sous la forme de services rendus aux voisins qui soient plus ou moins importants, donc des formes de participation qui sont plus fréquentes en milieux ruraux. On a remarqué par exemple durant nos analyses que sur 26 personnes qui participaient informellement, il y en avait 17 qui vivaient en milieu rural où les associations se font peut-être un peu plus rares et où devenir bénévole nécessite plus de moyens. Enfin, et pour finir, un troisième profil qui s'est dégagé, celui des retraités qui participent formellement, donc au sein d'associations pour la plupart. Donc, ces retraités vivent majoritairement une retraite de type loisir. Ils ont l'envie et le temps de se consacrer à des activités choisies, comme c'est par exemple le cas pour Laure, une retraitée de 65 ans, qui avait envisagé sa retraite comme un moment qui lui permettrait de se consacrer aux activités qui lui plaisent et qu'elle n'avait pas le temps de réaliser durant sa vie professionnelle. Elle s'est donc tournée vers le bénévolat à la retraite. On a remarqué également que bien souvent, les retraités qui font du formel font aussi de l'informel autour de chez eux en rendant des services, par exemple. Le plus souvent, lorsqu'on interroge ces retraités sur le sens qu'ils mettent derrière cette participation, ils mettent en avant un désir de créer du lien social et de rester actifs, comme Benjamin a pu le souligner dans les résultats de son étude. Et voilà. Et donc, je laisse la parole à Marie-Hélène. Merci. Donc, nous passons à notre troisième et dernier axe d'analyse qui concerne les trajectoires de participation sociale des retraités, avec vraiment cette volonté d'en connaître les évolutions. Alors ici, notre souhait a été de rendre compte des éléments de contexte qui constituent des facteurs qui favorisent ou non la participation dans la vie des individus. Alors, nos lectures et nos entretiens nous ont amenés à penser que le choix de la participation n'était pas toujours un choix ponctuel qui se fait au moment de la retraite, mais que dans de nombreux cas, il résulte d'une réflexion multifactorielle. Et bien que l'enquêté ait tendance à mettre en avant des motivations plutôt individuelles pour expliquer les raisons de sa participation ou de sa non-participation, nous avons constaté lors des entretiens qu'il reste influencé par son entourage. On pense notamment à Jacques, un retraité de 74 ans, qui nous dit « J'ai été personnellement contacté par des personnes qui étaient retraitées avant moi, qui ont créé une association à Dunkerque. Et donc, comme je les connaissais bien, au départ, j'ai commencé un peu par amitié pour eux. » Et ici, donc on voit que l'entourage peut être reconnu comme un élément déclencheur à la participation sociale, soit parce qu'il a une dimension inspirante par ses engagements, soit par son rôle de vecteur d'information, surtout lorsqu'il y a une méconnaissance en termes de possibilités ou d'actions à mener localement, soit parce qu'un membre de l'entourage proche peut aider à l'intégration de l'individu dans des structures associatives lorsque ce dernier ne connaît personne. Par ailleurs, l'entourage peut à l'inverse influencer la non-participation, dans la mesure où quelques-uns de nos enquêtés se sont retrouvés pris entre le désir de participer bénévolement et les contraintes familiales. Nous prenons par exemple le cas de Patricia, une retraitée de 65 ans qui est mariée, et qui nous explique qu'elle ne participe pas de manière formelle car son mari ne souhaite pas qu'elle s'engage par peur d'un manque de disponibilité pour les moments qu'ils pourraient passer ensemble en dehors de son temps de travail à lui. On note aussi que globalement, la situation maritale a un effet assez important sur le bénévolat, dans le sens où la majorité des personnes en couple ne se disent pas intéressées par le bénévolat, alors que les personnes seules se disent intéressées ou alors sont déjà engagées. Nous avons aussi repéré des éléments qui sont propres aux valeurs de l'individu. Et donc, certains nous ont fait part de leur souhait de participer et de s'investir pour une cause qui leur tenait à cœur et qui bien souvent les concerne directement. On a par exemple Dominique, un retraité de 63 ans, ancien employé, qui est bénévole au sein d'une association nommée Perce-Neige et qui est lui-même père d'un enfant déficient et qui nous dit à plusieurs reprises qu'il est important pour lui de s'investir dans une association qui permette de valoriser soit ses compétences personnelles ou alors qui fait écho à son histoire personnelle, à son vécu. D'autres facteurs peuvent être soulignés concernant cette fois-ci le rapport aux institutions. Donc, en effet, certaines critiques
témoignent des critiques de nos retraités, témoignent d'un manque d'aller vers ou d'une communication qui serait à revoir et qui pourrait orienter la trajectoire de participation sociale de ces retraités vers une participation plus informelle ou vers complètement une absence de participation. En effet, la plupart des retraités interrogés indiquent que s'ils étaient directement sollicités, ils participeraient volontiers. C'est par exemple le cas de Raymond, un retraité de 66 ans, qui nous dit qu'à ce propos, si on a besoin de lui, donner un coup de main de manière ponctuelle, ça, il voudrait bien. Concernant toujours ce volet communication des associations vers les retraités, nous avons constaté que les informations sont parfois mal relayées, selon les dires de nos enquêtés toujours, qui ne sont pas toujours au fait des offres associatives et des possibilités de participation. Et donc, nous pouvons relever aussi, donc, toujours dans la communication, une sorte de monopolisation ou mise en avant du domaine solidaire caritatif ou de l'action sociale, simplement. Et cela pourrait freiner certains enquêtés qui rechercheraient d'autres types de structures qui seraient plus proches de leur champ de compétences. C'est ce que relève par exemple Bertrand, un retraité de 64 ans, ancien ingénieur, qui nous dit, donc lorsqu'on lui demande si il a des activités d'ordre associatif ou citoyenne, il nous répond, je cite, « Alors là, non, pas spécialement, j'aurais voulu participer à quelque chose, mais je ne sais pas dans quelle mesure parce que mes compétences sont dans la mécanique, donc je ne vois pas très bien où est-ce que je peux être. Mais après, peut-être que je ne connais pas. » Et donc, pour finir, la volonté de rompre l'isolement ou simplement de rester actif peut déclencher la participation sociale chez nos retraités. Alors, toujours dans le cadre de cette étude de la trajectoire de la participation sociale, nous nous sommes rendus compte que certains éléments récurrents étaient à l'origine d'un arrêt ou d'un ralentissement des activités de participation. Donc, parmi ceux-ci, on peut citer la santé ou l'avancée en âge, qui sont des motifs courants de la réduction ou de l'arrêt de l'activité bénévole. On a également la crise du Covid qui a fortement impacté et même rompu la trajectoire de participation de nombreux retraités. Alors, ils peuvent, par exemple, avoir peu à peu interrompu leurs activités à cause de restrictions sanitaires. C'est également ce qu'a pointé l'ORVA dans son enquête, qui a recueilli de nombreuses réponses qui ont déclaré que la Covid a été cette année une difficulté majeure. Pour d'autres, c'est toute leur perception de leur santé et leur rapport à l'autre qui ont changé et qui les ont éloignés un petit peu plus des structures associatives. Donc, c'est par exemple le cas de Patrice, qui est un retraité de 66 ans, ex-cadre, et qui nous dit « Avec la pandémie, on a appris à s'occuper tout seul, on s'autogère, on n'a plus envie de faire partie de quoi que ce soit. » Alors, pour la suite et la fin de cette partie des analyses, nous allons maintenant faire un zoom sur le rapport des retraités désengagés aux structures associatives. Donc, nous sommes ici concentrés sur les critiques que les retraités désengagés pouvaient formuler à l'égard des structures associatives, et ça peut paraître un petit peu négatif, mais c'est des témoignages qu'on a eus des retraités et ça ne correspond pas du tout à la réalité totale des associations. Alors, dans un premier temps, on a pu observer que les retraités et certaines de nos lectures pointent un cadre strict pour les associations qui n'est pas toujours très apprécié. Alors, ce cadre strict, il se décline ici en 3 points. On a d'abord le fait que les attentes ne sont pas toujours en accord avec les horaires et le calendrier des associations. Alors, c'est par exemple ce que souligne Marie, une retraitée de 65 ans qui a eu un travail dur et prenant et qui aujourd'hui nous dit « Les associations ne peuvent pas demander un horaire régulier et un travail régulier, ce n'est pas possible, ce n'est pas un travail. » Également, on a eu des remarques donc, par rapport au calendrier qui peuvent être calquées sur les vacances scolaires et ce qui ne correspond pas du tout à la réalité des retraités. Le deuxième point qu'on va souligner ici, c'est le constat d'une certaine forme de professionnalisation du bénévolat qui freine la participation formelle des retraités qui ne veulent pas retrouver un cadre professionnel. Donc, l'organisation des associations, pour certains, ils se rapprochent trop du travail, d'abord de par les horaires qu'on vient de citer, mais également au niveau du recrutement. Donc, ainsi, on a certains acteurs de terrain qui dénoncent une évolution du recrutement, du vouloir-faire vers le savoir-faire, ainsi que le fait que les tâches les plus difficiles soient souvent celles laissées aux bénévoles les moins qualifiés. On a par exemple eu le témoignage de Sabrina, qui est une retraitée de 75 ans, qui a une carrière ponctuée de périodes de chômage et d'emploi alimentaire, et qui a essayé de s'inscrire dans une structure associative. Donc, elle explique « Je voulais faire des choses pour aider, on m'a présenté que des travaux très durs physiquement, et donc dans les associations où je suis allée, on n'a pas voulu de moi, on ne me l'a pas dit comme ça,
On a dit qu'on n'avait pas besoin, qu'il y avait beaucoup de gens. Alors, le troisième point, c'est par rapport aux relations internes et à la hiérarchie. Donc, certains retraités ont déjà rencontré des problèmes dans leur expérience de bénévolat antérieure, notamment dus à des conflits en interne qui ont été mal gérés. Les retraités peuvent également se retrouver devant un président en place depuis longtemps et des schémas rigides qui rendent difficile leur intégration, l'expression de leur individualité ou le fait de monter de nombreux projets. Donc, c'est par exemple le cas de Léa, une ex-cadre de 75 ans qui a particulièrement apprécié dans son travail le fait de travailler en mode projet. Et elle nous dit, au sujet de son expérience dans une structure associative, on passait notre temps en réunion, il n'y avait rien qui sortait. Dès qu'on avait des idées nouvelles, ils avaient leurs petites habitudes, leur routine. Alors du coup, on va passer maintenant aux deux autres points par rapport au rapport des retraités désengagés aux structures associatives. Donc on a d'abord le fait qu'ils témoignent d'une organisation parfois un peu déstructurée dans les associations. Et ceci est particulièrement visible au travers du manque de formation sur le statut de bénévole. Donc, on a par exemple Laure, 65 ans, une ex-cadre, qui à ce sujet nous dit « Quand on fait partie, par exemple, d'une association, on ne sait pas toujours comment elle est organisée, comment viennent les financements. Moi, personnellement, je l'ai découvert en faisant, donc il faudrait peut-être expliquer, quoi. » Alors, du coup, le dernier point, c'est par rapport à des retraités qui ne se reconnaissent pas ou plus dans les associations. À ce sujet, on peut citer le témoignage de Charles, qui a 67 ans aujourd'hui et qui nous dit « Rien n'oblige à aller dans une association. Si je le fais, c'est parce que j'ai un objectif. Ou alors, je ne veux pas m'ennuyer aussi. Hein, c'est vrai qu'il y a ça. Mais moi, je n'ai pas ça. Donc voilà, je n'en vois pas la nécessité. » Donc en fait, ce qu'on peut retirer de cet exemple, c'est qu'occuper son temps libre et recréer du lien social, c'est deux motifs qui sont particulièrement mis en avant par les bénévoles et les campagnes de soutien au bénévolat. Cependant, il est important de noter que ces motivations n'animent pas tous les retraités. Certains voudraient participer dans le but de fonder des projets et d'être utile au plus grand nombre. Ceux-là, ils pourraient en fait se retrouver frustrés dans des associations qui ne correspondent pas à leurs besoins ou par le fait de se retrouver avec des bénévoles seulement intéressés par ces aspects. Donc voilà, cette remarque, elle marque la fin de nos analyses. On va maintenant passer aux préconisations. Avant de passer aux préconisations, on va donner la main à Elena qui nous fait une première synthèse. Parce que je ne sais pas si vous la voyez derrière pendant les interventions, mais elle prend note, elle dessine. Et elle va nous faire une première synthèse de l'intervention des étudiantes. Alors, je me connecte. Alors, les petites notes que j'ai prises, normalement, vous allez voir apparaître sur mon écran. Hop. Alors, je me permets de faire un petit retour rapide. Hop, normalement, c'est bon. Juste sur le début, rapidement, rappeler le contexte, ce que j'ai retenu. Donc, c'est vraiment des petites notes qui permettent de synthétiser un peu ce que j'ai retenu. Donc, voilà, là, juste pour contextualiser, vous savez en fait pourquoi vous êtes là, mais voilà ce qui m'est apparu, c'est vraiment l'envie de soutenir l'engagement bénévole et de montrer quand même que, en fait, dans la région, le bénévolat, c'est un poids assez important. Et non seulement ça génère de l'épanouissement, des nouvelles relations sociales, etc., pour les retraités, mais aussi il y a plein de choses qui s'y passent. En fait, ça foisonne, c'était ça un peu l'image, un besoin de reconnaissance, de convivialité, de liberté qui foisonne de tout cet engagement. En ce qui concerne l'engagement, s'engager à la retraite, donc là, l'étude qualitative menée par les étudiants de l'Université de Lille porte du coup sur ces trois types, sur ces trois profils, les éloignés de l'engagement qui disent « Ouh là là, ça m'a l'air compliqué tout ça », les intéressés à l'engagement qui disent « Tiens, pourquoi pas ?» et puis ceux qui viennent juste, les néo-engagés qui disent « Allez hop, on y va, on va voir ce que ça donne ». Et donc, qu'est-ce que ça donne? Alors là, c'est les trois axes d'analyse que je n'ai pas complétés. Ça donne déjà que le passage à la retraite, cette fameuse trajectoire assez marquante, elle peut prendre des formes différentes. Soit c'est la forme d'une continuité, tiens, on passe, ça aurait presque pu être une boucle en fait, qui retourne sur elle-même, puisqu'en fin de compte, on ne sort pas, en fait, on sort pas du rythme de vie qu'on avait avant. Il y a la renaissance, alors j'imaginais quelqu'un qui sort d'une coquille d'œuf, c'est un peu le renouveau, et qui dit chouette, je vais pouvoir faire de nouveaux projets, de nouvelles activités, etc. Et il y a, par contre, il y a le petit personnage qui lui est complètement désengagé, voilà, j'oublie désengagé, qui oh là, qu'on me laisse tranquille une bonne fois pour toutes, je ne veux plus avoir de contraintes et je veux passer à autre chose.
Ça, c'est le passage. Après, dans la vie à la retraite, il y a au jour le jour, voilà, il y a des choses qui permettent ou pas la participation, ce que j'ai retenu. Donc là, il y a les globetrotters retraités. Alors, je les connais bien parce que ma mère fait partie de cela. J'aurais pu la dessiner. Ah non, on n'a pas le temps. On a trop d'autres choses à faire. Ils ont un rythme de vie saisonnier. Puis, il y a ceux, par contre, qui sont un peu isolés. Voilà, on les voit un peu séparés, en fait. Ils sont sur deux îles différentes, presque. Et eux, bon, ils sont dans d'autres choses et c'est pas ça qui les motive. Par contre, on a la participation informelle. Alors là, j'ai imaginé une grand-mère ou un grand-père avec son petit enfant, son petit-enfant, qui disent nous, on contribue au bon fonctionnement de la société. Donc, ce que j'entendais notamment de l'aidance, puisque ça permet aux parents d'aller travailler, à d'autres personnes de mener des activités. Puis, c'est une vraie occupation, mine de rien. Et puis, il y a la participation formelle. Alors, j'ai juste retenu le fait que souvent, les personnes qui sont intégrées dans cette participation formelle font aussi de la participation informelle. Et donc là, il y a un personnage qui fait toutes les formes de participation, parce qu'il est hyper impliqué. Dans les trajectoires de participation, j'ai juste noté qu'à un moment donné, l'entourage, des fois, c'est juste « Allez, viens, Louis ». Bon, d'accord, c'est juste ça qui déclenche la participation. Et puis, j'ai entendu aussi qu'il y avait un problème de communication. Donc, j'imagine un message qui essaye d'arriver à un personnage et le personnage qui dit « On essaie de me communiquer quelque chose, on dirait. » Mais il y a quelque chose qui ne passe pas bien. C'est un peu fou. Enfin, là, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait des freins là, dans ces trajectoires. Il y a la santé, il y a la Covid. Et puis, voilà, je n'ai pas pu aller tout noter, mais bon, il y a cette histoire de cadre strict qui donne l'impression que c'est pire qu'au travail, hein, les horaires, les relations humaines, etc., etc. Voilà ce que j'ai noté pour l'instant. Merci beaucoup, Elena. De toute façon, tu nous fais un petit focus voilà. après la partie proposition des étudiantes. Et là, je vais vous remettre le PowerPoint pour qu'on puisse passer à la deuxième partie de la présentation des étudiantes. Partie préconisation. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors, concernant ces préconisations, nous savons que déjà, le nombre d'entre elles existent déjà et ont été largement développées. Et donc, en fait, il s'agira ici de faire juste quelques petits rappels, vraiment sur la base des observations qui sont propres à ces études. Et donc, ces préconisations sont réparties en 5 leviers. Et un premier concerne l'accompagnement des différentes transitions à la retraite en prenant en compte les attentes diversifiées des retraités. Alors, face au constat selon lequel les individus ne préparent pas tous leur retraite, vraiment en termes d'anticipation, d'activité pour le temps libéré, et pour éviter aussi les pertes de repères, une préconisation pourrait être d'organiser des événements en partenariat avec les entreprises pour préparer à la retraite sur le plan plutôt psychologique. Et il serait aussi nécessaire de rester attentif aux vulnérabilités et fragilités lorsque celles-ci sont présentes et d'offrir un accompagnement personnalisé aux individus concernés. Cela peut par exemple se faire en redirigeant ces publics vers des institutions compétentes ou en offrant au sein même des organisations d'accompagnement à la retraite un suivi psychologique. Donc notre deuxième levier se base sur le développement du coup des actions de communication. On a d'abord pu remarquer en fait une méconnaissance de l'offre et des lieux de bénévolat. Donc, bien que de nombreux sites regroupant donc, les offres de bénévolat existent, il serait peut-être pertinent de rendre disponible un panel d'informations sur les activités bénévoles, même ponctuelles, mais en les regroupant sur une base de données commune donc, aux structures associatives d'un même territoire et surtout mise à jour régulièrement. On a également pu remarquer une crainte de l'engagement des retraités qu'on a interrogés, donc surtout liée à un refus de contrainte à la retraite. Donc ici, il s'agirait plutôt de valoriser les participations ponctuelles, de mettre en avant le terme de participation autant que celui d'engagement,
parce qu'il pourrait donc amener un public réticent à donner des coups de main et d'entrer en fait dans ce monde-là de manière plus progressive. Donc, ça favoriserait en fait un processus de transformation de la participation ponctuelle qui pourrait déboucher donc sur un engagement à long terme. Enfin, on a remarqué donc une méconnaissance de la diversité des activités bénévoles, donc de la diversité de l'offre, et ce qui est principalement lié à la grande place occupée par les associations d'action sociale dans les représentations des individus. Donc ici, pareil, il s'agirait d'offrir une meilleure visibilité aux associations, donc au niveau des institutions publiques, aux associations qui ne font pas que de l'action sociale et qui n'impliquent pas forcément de venir en aide à un public vulnérable, et donc de mettre en valeur la pluralité des actions existantes aujourd'hui afin de toucher le maximum de retraités. Alors du coup, notre troisième levier de préconisation concerne l'intégration des nouveaux bénévoles au sein des structures. Donc tout d'abord, dans la partie analyse, on a souligné qu'il y avait un manque de formation qui avait été mise en avant par les retraités, qui ont eu ou qui ont encore une expérience de bénévolat. Donc une préconisation qu'on pourrait formuler, ce serait de proposer de la formation ou de la co-formation qui serait ouverte aux personnes inscrites à l'association et qui partiraient de leur demande. Ces formations, elles pourraient être accessibles à n'importe quel public pour éviter l'effet huis clos et pour communiquer sur les actions de la structure au plus grand nombre. On a également noté un manque d'intégration des retraités à leur arrivée dans une nouvelle structure qui parfois se retrouvent un petit peu perdus et ne savent pas quoi faire. Donc, il serait intéressant de proposer un système de parrainage par des personnes déjà dans l'association. On pourrait également imaginer un parcours d'intégration qui permettra de connaître les différentes actions de la structure, un livret d'accueil du bénévole, des événements dédiés, etc. Enfin, par rapport à cet axe, on a également des difficultés liées à la mobilité, particulièrement chez les personnes retraitées. Donc, face à ces difficultés de déplacement, on pourrait imaginer organiser un planning de roulement entre les bénévoles pour faire du covoiturage. Alors, notre quatrième axe d'analyse correspond à la gouvernance. Donc, le constat qu'on a pu faire lors des entretiens, c'est le fait qu'il y a un manque de marge de manœuvre et un sentiment que les prises de décision dans les associations sont majoritairement descendantes. Donc, une préconisation qu'on a pu faire, ce serait que la codécision soit mise en avant et le faire ensemble soit valorisé. Il faudrait ainsi leur permettre une plus grande marge de manœuvre, mais surtout valoriser l'émergence de nouveaux projets et de nouvelles idées qui seraient proposées par les bénévoles. Les associations pourraient ainsi tendre vers un fonctionnement plus participatif. Donc, on a par exemple imaginé une boîte à idées ou à remarques qui serait anonyme et qui regrouperait les idées et les remarques positives comme négatives. On aurait ensuite des temps de parole formalisés au sein des associations afin d'échanger autour des remarques et idées qui auraient surgi. Et du coup, notre dernière préconisation, elle s'inscrit dans une volonté de repenser la place de la participation informelle. Et elle part du constat qu'il y a certains retraités, comme on le disait auparavant, qui font de l'informel, donc soit par contrainte, comme par exemple ceux qui vivent en milieu rural ou les aidants, ou par choix, comme par exemple les retraités qui organisent leur retraite autour d'un projet bien défini, centré vers les autres. Donc, dans l'idée de revaloriser ces participations informelles, il s'agirait par exemple pour les aidants de créer des espaces et des activités dédiées et accessibles à ce public pour que, quand c'est possible, ils puissent participer de manière plus formelle, par exemple avec leurs petits-enfants. On pense également à la mise en place d'un réseau d'aidants qui permettrait donc la création de nouveaux liens, de temps d'échange, d'expression et d'entraide entre les aidants. Pour les retraités qui ont un projet qui est autour du bien-être et des autres, il s'agirait cette fois de composer autour de ces projets, de communiquer avec eux sur la possibilité de mettre en valeur leurs projets au sein d'une association pour que leurs compétences et leur envie de transmettre le bien-être, au final, soient profitables au plus grand nombre. Et enfin, pour les retraités qui sont ancrés dans les participations informelles et dans les solidarités de proximité, il s'agirait de valoriser ces actions en mettant en place des systèmes comme les systèmes d'échanges locaux qui favorisent les échanges entre les voisins, les habitants d'une même commune, ou encore de développer davantage de sites et de plateformes telles que Loue ton retraité, qui sont des plateformes qui ont été souvent citées par les retraités, mais qui apparemment sont surchargées et qui permettent aux retraités de proposer des services pour diverses demandes et annonces de particuliers. Donc pour conclure et pour résumer notre intervention, on a pu profiter d'une base de données de l'ORVA riche et solide comme point de départ pour notre étude.
Et donc, cette étude de l'ORVA, elle a pu offrir une première visibilité des réalités des retraités quant à leurs pratiques de participation sociale. Et nous, on a essayé de mieux comprendre les pratiques des retraités au regard de leur mode de vie et plus généralement de leur trajectoire de vie. Ce qu'il en est ressorti, c'est que les retraités adoptent vraiment des pratiques multiformes à la retraite qu'il convient de replacer dans un contexte, et donc que la pratique bénévole, c'est réellement une approche processuelle qui n'implique pas que l'engagement. Et voilà. Merci pour votre attention. Merci. Merci à toutes. Je laisse Elena reprendre la main pour faire une petite synthèse avant de passer au temps de questions-réponses. Là, c'est vraiment seulement sur les préconisations, donc ça doit être assez frais dans votre tête. Et puis ça allait assez vite, donc je vais passer assez rapidement. Donc, les préconisations, donc c'est accompagner les transitions à la retraite. Donc, j'imaginais une petite fête en entreprise. La retraite, c'est chouette. Voilà. Voilà un slogan tout frais. La préconisation numéro 2, les participations ponctuelles et plurielles. Bon, j'imaginais en fait, voilà, donc pouvoir passer d'un espace à un autre, et puis en fait que ces espaces soient différents, variés, pour montrer la diversité. La formation et le parrainage, ça allait un peu trop vite pour moi, j'avoue. Pour que je puisse vraiment aboutir à quelque chose qui est de la gueule. La boîte à idées, la participation pour la gouvernance. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Le réseau des dents. Mais je n'ai pas compris l'auto-retraité, je n'ai pas compris ce que c'était en fait. C'est une plateforme en ligne en fait. Pour du coup, ce sont les retraités qui proposent leurs services d'accord. via cette plateforme-là. Ok, d'accord. Voilà, ça allait un peu trop vite pour moi. Okay. Merci beaucoup, et je rappelle que Elena est en train de travailler en direct derrière, donc effectivement ça peut être un petit peu court comme temps pour prendre la synthèse. Merci beaucoup Elena pour le travail de facilitation graphique, et surtout merci, un grand merci aux étudiantes et à Benjamin pour leur travail de fond qui s'est quand même étendu sur plusieurs mois, et vraiment merci beaucoup. Céline, je te laisse peut-être dire un petit mot, et puis juste après on passe aux questions-réponses. Moi également, je remercie beaucoup mesdames les étudiantes, Benjamin pour le travail réalisé tout au long de l'année. Enfin, tout au long de l'année, on peut pratiquement le dire, parce que ça fait quasiment 1 an qu'on a démarré. Je suis très heureuse d'être présente à cette restitution, et j'ai hâte d'avoir un petit peu les questions que vont pouvoir nous poser l'ensemble des participants. Donc, je pense qu'on peut démarrer, et on aura des allers-retours de toute façon en fonction des questions. Alors, vous avez posé des questions dans le chat, et ma collègue, du coup, Mathilde Lebihan, à qui je vais laisser la main, va donc poser les questions que vous avez vous-même posées dans le chat aux étudiantes. Sachez que dans la salle, nous avons donc les étudiants Benjamin, mais aussi donc moi-même pour l'URIOPS ou Céline pour la CARSAT, ainsi que Francis Calcoun qui est intervenu en intervention, qui est administrateur. Donc, on se permettra de répondre aux différentes questions selon à qui elles peuvent s'adresser. Mathilde, je te laisse la parole. Parfait, merci. J'espère que le son est bon. Donc, dans les questions, on a eu quelques questions techniques, notamment où peuvent être consultées les différentes études. Donc, voilà, je le dis à l'ensemble des participants. On refera un mail à tout le monde, et puis également aux personnes qui n'ont pas pu se connecter, mais qui étaient intéressées, pour vous donner accès à l'ensemble de la matière qui a été présentée ce matin. Indépendamment donc de ces questions techniques, peut-être commencer par une question sur le choix méthodo en termes de parti pris sur le public visé par les différentes études. Je lis la question: pourquoi le terme de retraité a-t-il été choisi plutôt que aîné ou personne âgée? Quel sens avez-vous privilégié? Et le lien aussi avec le passage à la retraite et le fait d'évoquer des personnes de 75 ans et plus. Donc peut-être une question, on commence par celle-ci, est destinée davantage sur la phase de conception de l'étude. Alors, je vais peut-être dire 2 mots justement sur la terminologie retraité, parce que nos bénéficiaires au niveau de la CARSAT sont des retraités. Donc, c'était vraiment dans ce sens-là, et c'est pour ça qu'on a choisi cette terminologie-là. Et puis après, sur la question sur le passage à la retraite, je pense que forcément, comme toute étude sur le sujet, il y a une focale qui est faite sur le passage à la retraite, puisqu'on sait que c'est un moment clé dans le parcours de chacun, et notamment après pour l'engagement. Mais l'étude était bien sur l'ensemble
des retraités. Hein. Ce n'était pas uniquement sur les jeunes retraités lors du passage à la retraite. Je ne sais pas si vous voulez compléter. J'allais ajouter peut-être, mais je vois que Benjamin veut compléter, que c'était aussi tout l'intérêt des typologies qui ont été présentées par l'ORVA au début, où Benjamin a bien présenté qu'on avait différentes tranches d'âge, et avec différentes tranches d'âge, différents profils, avec chacun des freins et des leviers. Donc, ça nous a permis aussi d'explorer vraiment toute la diversité en fait, de la retraite, qui est une période de la vie qui est extrêmement longue. Voilà. Oh, exactement, j'allais compléter de la même manière en disant qu'on a effectivement fait des choix au niveau des tranches d'âge pour expliquer justement ce processus de l'engagement aux différents âges de la retraite. Parfait, merci. Peut-être maintenant une question sur le fond, davantage sur le fond, et qui s'adresse plutôt sur la partie animée par les étudiantes. La question est la suivante. Les retraités font-ils la différence entre vulnérabilité et fragilité ? Le fait, par exemple, que la vulnérabilité est exogène, la fragilité endogène. Je ne sais pas si vous avez pu aborder cet angle-là avec les personnes enquêtées. Voilà, cette différence entre vulnérabilité et fragilité. Ou est-ce que le terme était utilisé, les deux termes étaient peut-être utilisés dans le même sens selon vous ? Oui, alors du coup, je me permets de prendre la parole. Non, donc chez nos retraités, effectivement, il n'y avait pas forcément de différence faite entre les vulnérabilités et les fragilités. C'est vraiment le côté socio. Donc, on a fait une différence entre les deux, donc suite à nos lectures sociologiques. Et donc les retraités parlaient directement en fait de leur vulnérabilité ou de leur fragilité, sans pour autant les nommer comme étant des vulnérabilités ou des fragilités. Je ne sais pas si je réponds à la question. J'aimerais juste, si possible, je complète du coup ce qu'a commencé à dire Nora. En fait, effectivement, c'est nous qui avons fait une différence entre la fragilité et la vulnérabilité. On a considéré que la fragilité était plutôt un point de vue de l'intérieur, c'est-à-dire qui concernait par exemple des problèmes de santé, vraiment tout ce qui touche à l'individu en lui-même, alors que la vulnérabilité est un peu plus englobante et qu'elle est un petit peu un point de vue de l'extérieur, comme par exemple le fait d'une période de chômage ou des choses vraiment sur des éléments sur lesquels l'individu n'a pas de prise directement. Donc voilà, c'est un petit peu la différence qu'on a faite et on a décidé aussi d'associer les deux pour englober le plus de réalité possible. Et j'allais dire, c'est surtout vous qui avez fait la part des choses dans l'analyse, là où les personnes étaient plutôt dans une logique de se raconter et, du récit de vie. Et j'ajoute peut-être, et Céline, tu me compléteras si besoin, c'est vrai que on a eu un biais dans cette analyse. On l'a dit, période de Covid, c'était compliqué pour vous, les étudiants, d'aller rencontrer les personnes en visu, ce qu'on aurait souhaité faire. C'est beaucoup passé par des entretiens par téléphone ou en ligne. On avait le souhait dans cette étude, alors surtout la CARSAT, de toucher un public le plus fragile et ou vulnérable, donc éloigné du numérique, présentant de nombreuses fragilités. Bon, on sait que c'était un frein parce que le biais du numérique a forcément peu permis de toucher ces personnes, mais du coup, on a quand même souhaité demander aux étudiantes d'explorer vraiment cet axe de la population dans la mesure du possible. Et donc, c'est pour ça aussi que vous avez beaucoup approfondi, parce que quand on vous a dit fragilité, c'est vrai que, comme d'habitude, autour de la table, on avait beaucoup d'enjeux en tête et de représentations, et donc vous avez pris ce parti pris, même si c'est un peu répétitif. Mais en tout cas, ça nous a permis à nous tous d'y voir plus clair, en tout cas dans votre analyse, grâce à ça. Céline, tu veux peut-être apporter un complément ? C'est parfait. Je n'ai pas de complément à apporter là-dessus. Parfait. Alors moi, j'ai une autre question, si vous voulez bien. Elle porte sur la possible concurrence entre différentes formes d'engagement, par exemple entre bénévolat associatif, engagement informel et danse, engagement citoyen. Et donc, elle s'adresse peut-être davantage aux étudiantes qui ont eu un rapport direct avec les enquêtés. Est-ce que vous avez pu constater dans les échanges que les personnes entendues mettent en concurrence ces différentes formes d'engagement ? Je me permets, là encore, c'est relatif à certaines situations, mais par exemple, si je reprends la partie sur les facteurs qui peuvent influencer la participation sociale, avec cette femme justement qui est mariée et qui nous dit qu'elle ne participe pas de manière formelle à cause justement de la réticence de son mari, là on peut voir justement un peu une sorte de concurrence entre les formes de participation. Bon, là, c'est vraiment basé sur
comment dire, la vie de son mari, enfin, la réticence plutôt de son mari. Donc là, on voit clairement que le choix est orienté. Sur les danses aussi. Ouais. Sur les danses, c'est vrai que la contrainte de temps, en fait, tout simplement, c'est vrai que c'est à ce niveau-là surtout qu'on peut observer une sorte de concurrence entre les différentes formes. Mais à part les danses, je ne sais pas si vous voulez compléter, mais on n'en a pas relevé davantage. C'est vrai qu'on doit dire que les danses, mais c'était déjà ressorti dans la première étude de l'ORVA, ressortait énormément, notamment effectivement dans la partie participation informelle, et du coup fera l'objet d'un point d'attention particulier dans la mise en place d'actions par la suite. Mais peut-être aussi souligner le travail hyper intéressant que vous avez fait d'approfondissement justement de l'étude de l'ORVA et toutes ces discussions qu'on a pu avoir autour des thématiques de engagement, bénévolat, engagement citoyen, et où vous aviez senti les étudiantes dès le début de l'étude que autant c'était facile de se déclarer engagé bénévole dans une association parce que c'était formel, autant voilà, on n'avait pas vu encore toutes les formes justement d'engagement, de participation qui pouvaient exister au sein du foyer, au sein du voisinage, dans des milieux plus ruraux, que vous avez permis justement de mettre en avant grâce à votre étude. Donc ça, pour avoir plus de détails, je vous inviterai à aller consulter le rapport complet de l'étude qualitative, mais qui donne à voir justement ces participations formelles qui sont souvent passées sous silence, et du coup, on se félicite d'avoir aussi choisi l'entrée engagement et non pas que bénévolat associatif, parce que ça permet de donner à voir une beaucoup plus grande richesse, en tout cas, de l'engagement des retraités aujourd'hui. Et c'est vrai que Salomé l'a très bien dit, on s'est beaucoup questionné au démarrage de l'étude, on était parti vraiment sous l'angle bénévolat et on ne voulait vraiment pas occulter toute cette participation beaucoup plus informelle qui peut exister et qui est tout aussi importante que l'implication dans le bénévolat pur et dur. Donc je trouve que ça reflète vraiment bien, ça donne un vrai panorama de la situation des retraités sur le sujet dans les Hauts-de-France. Merci. J'ai encore donc 2 questions qui sont en lien toutes les deux avec la santé. La première, peut-être pour les étudiantes. Avez-vous pu constater si les retraités investis dans le bénévolat sont en meilleure santé physique et morale? On va commencer par celle-ci. Il y aura une autre question plutôt à destination de Benjamin. Donc, je la répète, avez-vous pu constater si les retraités investis dans le bénévolat sont en meilleure santé physique et morale? Du coup, comment dire, c'est surtout que la santé et l'avancée en âge est un facteur qui va entraver, qui va réduire en fait la participation formelle de l'individu. Donc, oui, naturellement, j'aurais tendance à dire que oui. Après, je sais pas si Après, c'est vrai que c'est difficile d'établir un lien entre activité bénévole et meilleure santé. D'autant qu'on rappelle que l'échantillon était quand même limité à une quarantaine d'entretiens, même si c'est déjà un échantillon conséquent. Et effectivement, c'est peut-être difficile de faire la part des choses entre est-ce que c'est l'avancée en âge qui a arrêté la participation ou la participation qui a amélioré l'état de santé. C'est peut-être un petit peu trop tôt ou on n'a pas assez d'informations en tout cas pour faire le lien entre les deux, à mon sens. Ça pourrait donner l'objet d'approfondissement sur un autre format. Il y avait un peu le pendant sur la partie quantitative. Est-ce que des éléments liés au rapport à la santé dans l'enquête quantitative ont montré des corrélations éventuellement surprenantes? Donc voilà la question. Donc dans l'enquête qualitative, le rapport à la santé est régulièrement mis en avant. Je me demandais si vous aviez également des éléments liés à ce rapport à la santé dans l'enquête quantitative. Et si oui, avez-vous repéré des corrélations éventuellement surprenantes? C'est un élément qu'on a un peu moins creusé dans le quanti. On a plus pris le parti pris de l'âge, puisque l'âge implique aussi souvent des situations de santé différentes. L'avancée en âge implique une réduction de la santé, entre guillemets. Donc, pas de corrélation particulière de ce point de vue-là, d'autant plus que l'objectif de notre enquête était aussi de décliner ensuite dans un plan d'action. Et sur la santé, c'est quand même très difficile d'agir concrètement sur la santé des retraités pour leur permettre l'engagement, mis à part des actions qui visent à aider les personnes qui sont en situation d'aidance, par exemple, à se libérer du temps. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui a été creusé dans l'enquête quanti. On a plus laissé ça au quali, justement, et c'est pour ça qu'on retrouve plus d'éléments dans l'enquête des étudiantes. Merci.
On s'est plutôt focalisé sur exactement comme le dit Benjamin, sur des données sur lesquelles on pouvait avoir une prise par la suite dans le cadre d'un plan d'action. En revanche, je crois savoir que ce sont des thématiques, le lien entre santé et engagement, qui sont travaillées par ailleurs. Et j'imagine que, alors, je ne l'ai pas précisé, mais les étudiantes sont encadrées par 2 sociologues que sont Vincent Karadec et Aline Chamaillan. Et il me semble que notamment Aline Chamaillan s'est adressée à ces questions. Donc, bon, ce n'est pas un point qu'on a approfondi particulièrement, mais il me semble que par ailleurs, il doit exister en tout cas des choses à ce propos. Et si de notre côté, on met la main sur 1 ou 2 articles, on n'hésitera pas à les mettre en ressources voilà, sur le site internet, là où on mettra à disposition les différents rapports. Alors, j'ai encore une question qui relève plutôt de la construction méthodologique des études. Avez-vous dans les échantillons, donc on a bien compris que c'était à l'échelle des Hauts-de-France, est-ce que la répartition milieu rural et urbain était à peu près égale, que ce soit sur le quantitatif ou le qualitatif? Peut-être par le quantitatif. Sur le quantitatif, l'échantillon a été vraiment solide de ce point de vue-là. En tout cas, la répartition sur les différents départements de la région des Hauts-de-France, et on sait très bien qu'il y en a qui sont plus ruraux, plus urbains, mais on a vraiment eu un échantillon équilibré de ce point de vue territorial. Et donc, de la même manière que l'étude de l'Orva, on a vraiment fait attention justement à bien répartir. Et donc oui, effectivement, il y a une répartition égale entre les différents milieux. On ne l'a peut-être pas précisé en introduction, mais c'est vrai que les étudiants se sont appuyés sur la base de données justement utilisée par l'Orva pour pouvoir faire leurs entretiens, et du coup, elles disposaient aussi de ces éléments pour pouvoir construire un échantillon solide et représentatif pour mener leur étude. Donc, on a porté beaucoup d'attention à ça. Alors, à mon niveau, j'ai plus de questions en direct, mais n'hésitez pas à en poser encore, on a quelques minutes. Et peut-être pour compléter aussi, rappeler qu'il y a des portraits vidéo qui sont en cours et qui sont aussi, sur lesquels on a essayé d'être le plus représentatif possible des différents profils et typologies. Donc là encore, certains sont déjà disponibles, d'autres arriveront par la suite. On les mettra à disposition sur la page dédiée à cette étude. Voilà, de mon côté, pas de questions. Encore peut-être quelques minutes pour si certains veulent poser une question aux intervenants. Du coup, peut-être pour préciser aussi en termes de communication, hein, donc c'est vrai que les livrables sont disponibles sur le site de l'URIOPS, ils le sont également sur le site de la CARSAT. Et on a travaillé sur le volet quantitatif sur un 4 pages synthétique qui sera mis en ligne vraisemblablement ce midi ou au plus tard demain. L'idée de ces 4 pages, c'est aussi de pouvoir avoir, forcément en format 4 pages, l'essentiel à retenir sur chacune des études. Donc, on l'a fait pour le volet quantitatif, on le fera pour le volet qualitatif et on fera un numéro 3 quand on aura terminé le plan d'action. Merci Céline. De toute façon, ne vous inquiétez pas, après l'intervention, on vous enverra un petit mail récapitulatif justement avec les liens vers ces différentes études et les différentes ressources que nous avons pu évoquer pendant la matinée. Quels sont les canaux? Alors, on a une question. Mathilde, est-ce que tu peux nous la lire parce que nous ne la voyons pas en intégralité? Parfait. Oui, elle est finalement pas par les questions, mais par la discussion, mais il n'y a aucun souci. Il est noté: quels sont les canaux de communication les plus intéressants pour parler des différentes missions des associations? Donc peut-être dans une perspective de faire connaître ce que peuvent proposer les associations en termes de mission et de rencontrer un public de potentiels engagés par la suite. Donc quel meilleur canaux de communication? Peut-être la question de est-ce que ça passe par des outils numériques? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Est-ce que c'est des temps de formation en présentiel? Est-ce que voilà. Je pense que c'est une très bonne question qui méritera d'être vraiment encore creusée dans le cadre du plan d'action à venir, puisque c'est vrai que là, on vous restitue les résultats des deux études, mais ça a été dit en démarrage de réunion. L'idée à travers ces 2 études, c'était bien de pouvoir aboutir à un plan d'action derrière. Et je pense que forcément, l'axe communication, vu tout ce qu'on vient d'entendre ce matin, ça sera vraiment quelque chose de primordial à travailler. Donc, ça sera un axe en tant que tel du plan de com. Y répondre aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que vous avez déjà votre petite idée. Sur les canaux de communication en tant que tels, les étudiantes l'ont bien répété dans leur intervention. Il y a eu différentes choses. Il existe déjà en fait beaucoup de choses. Vous l'avez dit, hein, les plateformes de bénévolat, je ne vais pas commencer à les citer parce qu'il en existe énormément, qu'elles soient au niveau territorial, au niveau national, qu'elles soient payantes, gratuites. L'enjeu, il est surtout autour de
donner à voir, donner accès, accompagner l'utilisation, parce que bon, on ne sait pas tout que ça existe, mais il faut qu'on puisse voilà, se les approprier et s'y connecter. Donc ça va faire partie d'un enjeu du plan d'action, mais il y a aussi une grosse partie qui ressort chez les retraités, c'est le côté informel. Vous disiez les proches, vous disiez le bouche à oreille. On sait qu'au niveau de sa ville, c'est une chose de connaître les associations, c'est autre chose de savoir où géographiquement elles sont implantées, de savoir à qui s'adresser. On a parfois envie, mais on ne sait pas où prendre l'information. On l'a vu aussi dans les 2 études, c'est l'aspect premier pas qui pose souvent un problème aussi. On a envie, mais comment franchir ce premier pas? Donc, comme le disait Céline, dans le cadre du plan d'action, c'est vraiment des choses qu'on explore parce que la communication fera partie des gros points d'action. Mais on a déjà travaillé aussi, et on ne l'a pas forcément assez souligné, avec quelques partenaires du territoire. Quand je dis partenaires, en tout cas, ce sont les acteurs associatifs, des maisons des associations, aux associations de terrain, d'autres réseaux qui peuvent exister dans les Hauts-de-France, pour déjà repérer ce qui existait, justement parce que les associations ont quand même déjà déployé énormément d'énergie et de moyens autour de ces mises en place d'actions. Donc, on est aussi dans une phase de repérage de ce qui existe et de comment améliorer, renforcer tout ce qui peut exister. Mais on n'a pas à aujourd'hui, en tout cas, le meilleur biais de communication pour les personnes retraitées en Hauts-de-France. Alors, il y a une dernière question. Dans quel type d'association les retraités s'engagent-ils le plus? Le sait-on, et de quel secteur d'activité? Oui, c'est tout à fait. C'est dans le rapport complet que vous pourrez télécharger. Il y a un zoom sur les associations et notamment le secteur qui attire le plus. Et c'était intéressant, c'était bien complété aussi par l'étude des étudiantes. C'est l'humanitaire, le social et la santé qui reste le secteur le plus attrayant pour les retraités. Et on s'aperçoit aussi que c'est possède aussi un souci, entre guillemets, puisque les retraités qui ne se reconnaissent pas dans ce secteur-là, ou qui n'ont pas envie d'exercer, ou qui ne se sentent pas de compétences particulières dans ce secteur-là, ont du mal à trouver d'autres débouchés. C'est vrai que les grandes associations dont on a la connaissance, on pense au Resto du Cœur, spontanément, ce genre de choses, mais on n'a pas connaissance de toute la richesse des différents secteurs qui constituent le monde associatif. Et donc, effectivement, c'est quelque chose sur lequel aussi il faudra travailler. Tout à fait, j'insiste là-dessus. Benjamin n'a pas pu le présenter parce qu'on était limité en termes de temps, mais le Zoom association qui se trouve dans le rapport de l'ORVA est très intéressant, tout particulièrement pour les acteurs associatifs qui seraient ici aujourd'hui présents, en donnant justement quel type de retraités sont engagés dans quel type de secteur d'activité, quelles sont leurs attentes et leurs freins. Et peut-être ça aussi, ça reprend l'aspect communication. Il y a un véritable enjeu pour les associations aujourd'hui, que ce soit, vous avez parlé de mécanique, j'en sais rien, moi, la culture, les loisirs, toutes ces associations dont on entend assez peu parler, de communiquer auprès des retraités, parce qu'on se rend compte que du côté des retraités, il y a une vraie méconnaissance sur toute cette diversité du monde associatif, et c'est dommage parce que ça pourrait être des vrais foyers d'engagement et d'épanouissement pour les retraités. Alors, juste par rapport à ça, il n'y a plus de questions en tant que telles, mais il y a des remarques qui sont intéressantes aussi à formuler, dont une qui vient d'arriver et qui est tout à fait en lien avec ce que vient de dire Salomé. Même dans le secteur social, on a besoin de compétences en mécanique. Au Secours catholique, on a un parc véhicule qui a besoin d'entretien. Donc, vraiment pas hésiter, ça fait le lien avec ce qui vient d'être dit, à créer les connexions là où elles peuvent être créées, parce que les potentielles personnes engagés ont forcément des compétences à valoriser dans le secteur associatif ou au-delà. On a 2 autres remarques qui sont aussi intéressantes sur la portée de la communication. On note une différence d'accès entre les grandes associations à portée nationale et les initiatives plus locales. Donc, ce n'est pas une question en tant que telle, mais c'est un point d'attention sur les moyens aussi dont disposent les différentes associations pour rendre visibles leurs actions et leurs besoins en termes de renfort. Et puis une autre remarque aussi très intéressante sur laquelle on est assez souvent interpellé au niveau de l'URIAPS, au niveau du service vie associative, c'est-à-dire celle qui porte sur les articulations dans des associations où il y a des salariés et des bénévoles. Point d'attention sur la clarification des rôles et missions de chacun qui peut-être, dans certains cas, donner lieu à des difficultés de coopération. Donc voilà, un point d'attention sur l'articulation entre bénévoles et salariés et les rôles et missions de chacun. Merci beaucoup. Mon niveau de questions ni de remarques. Donc voilà. Merci beaucoup à toi et puis merci beaucoup aux participants pour vos questions et vos réactions pertinentes et qui permettent aussi d'approfondir cette présentation. Je réitère mes remerciements à nos intervenants
et nos intervenantes. Merci beaucoup pour votre travail et surtout, là, je m'adresse aux participants. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, si vous voulez pouvoir aussi vous resservir, par exemple, de ces illustrations qu'Elena a pu projeter, pouvoir consulter les études, en faire une communication. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra avec grand plaisir. Vous aviez dans le mail d'invitation un contact téléphone et mail à la fin de l'invitation. Donc, n'hésitez surtout pas à l'utiliser pour revenir vers nous, pour avoir un complément d'information. Et avant de vous quitter, je vais laisser du coup Francis, notre administrateur, dire un petit mot de ce qu'il retient de la matinée. Et puis, je laisserai Céline de la CARSAT conclure la matinée. Oui, eh bien, tout d'abord, comme Salomé vient de le faire, je voudrais dire un grand merci à celles et ceux qui viennent de présenter les travaux d'études, la présentation qui vient d'être faite. Je pense qu'elle est intéressante à la fois, en effet, parce qu'elle donne un bon aperçu des réalités, mais aussi en reliant ces réalités à la présentation d'itinéraires et de pratiques. Ça serait ma première remarque et notamment, comme on l'a vu dans les présentations, ces fortes interactions entre les itinéraires et les situations personnelles, individuelles ou familiales, bien sûr, d'une part, et d'autre part, les modalités, les formes d'engagement, et aussi d'ailleurs les itinéraires d'engagement. Et on l'a vu encore avec l'échange autour des questions. Autre remarque, je pense que là, il faut souligner bien évidemment l'intérêt des travaux qui viennent d'être présentés, l'intérêt de cette double étude ou cette double dimension d'étude, intérêt à la fois par cette meilleure connaissance, bien évidemment, mais par la question qu'elle renvoie. Et vous vous doutez bien, de mon point de vue, la question qu'elle renvoie au monde associatif. Et je pense, et là aussi, l'échange des dernières minutes autour des questions l'a montré, mais ça n'épuise pas le sujet. Et donc, ce moment d'aujourd'hui était évidemment essentiel puisqu'il clôt une étape et il nous permet d'engranger une meilleure connaissance. Il clôt une étape, mais il n'est pas un point final. Un point final, cette présentation, eh bien, d'une part, elle doit nous relancer sur le débat d'analyse et les échanges l'ont montré à l'instant, et cette présentation, encore plus, ne clôt pas le débat et le travail à faire maintenant et des plans d'action des uns et des autres. Alors, je sais que la CARSAT a bien évidemment cela en tête, mais je n'ai pas du tout la prétention de vouloir parler au nom de la CARSAT, mais pour l'URIOPS et plus généralement pour le monde associatif dans sa grande diversité, il y a à partir de là des éléments à approfondir. Bon, on l'a évoqué notamment autour des profils et des itinéraires, autour de l'information et de la communication, et notamment en tenant compte et en ayant en tête la grande diversité du monde associatif. La grande diversité en termes de secteurs, en termes d'implantation géographique, en termes de modalités de fonctionnement aussi, plus ou moins structurées. Et de ce point de vue-là, je dirais, parler de l'engagement en général et pas seulement de l'engagement associatif est intéressant. Et sans doute qu'il y a des passerelles à construire. Autre élément à retirer, autour de l'accompagnement. Autour de l'accompagnement des personnes, ça me paraît un point important et je ne dis pas que les associations un peu plus structurées n'y sont pas sensibles, mais peut-être qu'il y a là sûrement des voies de progrès et des éléments de progrès à développer et aussi, on l'a dit, au niveau de la formation. Alors, le monde associatif ne part pas de rien sur ces différents plans et sur d'autres points qu'on pourrait soulever, mais là, il y a des voies de progrès et donc, je pense que du côté de l'URIOPS et plus généralement du côté des associations, on pourra s'appuyer sur ce travail pour
développer nos réflexions et nos propositions. Voilà. Merci encore à celles et ceux qui nous ont présenté ces travaux très intéressants, très passionnants. Pour nous, l'URIOPS, merci à la CARSAT, bien évidemment, pour ce travail qu'elle a permis de réaliser. Et merci à tous les participants. À bientôt, à la suite. Merci. Merci beaucoup. Je prends le relais du coup, Salomé. Je te laisse clore. Alors déjà, je tenais à remercier tous les participants. Alors, je l'ai déjà fait sur les étudiantes, Benjamin au niveau de l'Orval, l'URIOPS et Elena, bien entendu, pour les fabuleux dessins. Un grand merci à tous les participants au webinaire. 2 petits mots quand même sur la suite. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On voit bien beaucoup d'informations qui se dégagent des 2 études et on commence à avoir des axes concrets à travailler dans le cadre du plan d'action. On a parlé de la communication, mais effectivement, je rejoins, il y a tout ce qui est accompagnement du retraité en tant que tel dans cette démarche, l'accompagnement des associations aussi en termes de formation, de gouvernance. On voit qu'il y a des choses à faire aussi sur le sujet. L'accompagnement des territoires. Je pense qu'on commence à avoir les grands axes finalement de notre futur plan d'action. Alors, 2 mots quand même sur la suite, peut-être, maintenant que les études sont restituées. Donc, on vous laissera évidemment prendre connaissance parce que là, ce sont des restitutions très synthétiques. Quand même, il y a un travail beaucoup plus complet, beaucoup plus d'enseignements à en tirer au niveau des 2 études. Pour la suite, donc, on va engager vraiment le travail sur le plan d'action. Sur la 3e phase, donc on a déjà démarré en lien avec l'URIOPS. On va organiser, alors on n'a pas encore la date, tout n'est pas encore finalisé, mais un workshop à la rentrée. L'idée, c'est de pouvoir justement phosphorer avec de nombreux partenaires sur ce futur plan d'action, puisque l'idée, c'est bien d'avoir un plan d'action partenarial et voir comment on peut se saisir de la richesse de ces matériaux pour définir vraiment un plan d'action face aux besoins des retraités et des associations en général. Voilà, donc un grand merci à tous et on se tient à votre disposition pour toute question ultérieure sur le sujet. Merci à tous et bonne journée. Merci. Et bonne journée à tout le monde.